Au début de l'histoire, on voit notre gars courir comme si sa vie en dépendait. Et c'est le cas. Au départ, on dirait qu'il participe à un marathon. Mais la réalité est différente. Un groupe d'hommes le poursuit dans la forêt, et il n'a aucune idée de pourquoi il est chassé. Il a un visage correct, c'est sûr, mais il n'a pas le physique musclé qu'on attend d'un héros. Ce qui est encore pire, c'est qu'il est sous-lieutenant. On pourrait penser qu'à ce rang, il aurait au moins un corps en forme. Au lieu de ça, il peine à respirer, traînant son corps comme s'il allait s'effondrer à tout moment. Et pour rendre les choses encore plus injustes, il souffre d'une maladie cardiaque. Quand il atteint le bord de la forêt, son corps finit par céder. Il commence à cracher du sang, sa vision vacille, puis une crise le frappe juste en courant. Il se retourne avec des yeux fatigués et voit ses poursuivants se rapprocher, menés par le lieutenant Indong. Au bord de la mort, il trouve la force de poser la question qui le ronge : pourquoi lui fait-on ça ? Au lieu de répondre comme un être humain normal, ce salaud se moque de lui, l'appelant un rejeté, disant qu'il aurait dû mourir depuis longtemps. Selon lui, notre gars a survécu 29 ans juste pour l'énerver. Cette « elle » s'avère être Ono Mitsui, sa belle-mère. Et oui, elle ne l'aime clairement pas. Avant qu'il puisse même réaliser cela, le lieutenant aux lunettes sort son épée et l'attaque. Ce n'est même pas une attaque compliquée. Quelque chose qu'il pourrait éviter s'il avait un peu de force. Mais notre pauvre gars reste là et reçoit la lame droite au cœur. Il s'effondre instantanément, et comme ça, le lieutenant Indong accomplit son travail. Cela ouvre la voie aux deux enfants de Mitsui pour devenir les seuls héritiers de l'état de Padua. Maintenant, ce monde n'a pas toujours été comme ça. Il était aussi normal et ennuyeux que le nôtre. Sans pouvoir, sans magie, rien d'extraordinaire. Puis, tout a changé en 2026, lorsqu'une éclipse solaire a frappé. La mana est soudainement descendue sur Terre, et les choses ont rapidement dégénéré. 90% de l'humanité est morte, et la civilisation s'est complètement effondrée. On dirait presque que le créateur de cette histoire a vu l'avenir et a décidé d'en faire une intrigue. Mais les survivants se sont adaptés à la mana et ont lentement reconstruit la société. Bien sûr, c'est là que les choses commencent à devenir folles. Des bêtes démoniaques ont commencé à apparaître, et même les plantes ont muté en formes dangereuses et toxiques. Soudain, le monde n'était plus ennuyeux. C'est devenu un véritable jeu de survie. Le genre que la Gen Z appellerait probablement enfin intéressant. Une nouvelle sorte de guerre a commencé, et avec elle, une hiérarchie stricte basée sur la mana. Et tout en bas de cette hiérarchie se trouve notre gars. Son père, le brigadier Wombang, est un maître éveillé de haut niveau, fondamentalement différent. Naturellement, cela fait que le fils a l'air encore pire en comparaison, comme une banane pourrie dans une grappe parfaite. Bien qu'il soit l'aîné, il ne peut pas utiliser la mana correctement. Au contraire, son corps la rejette, le poisonnant lentement de l'intérieur. C'est pourquoi il est étiqueté comme un rejeté de mana, et dans ce monde, c'est pratiquement équivalent à être inutile. Cependant, parfois, la chance tourne en faveur de certains protagonistes pathétiques. On peut prendre Jinwoo comme exemple, et ici nous allons être témoins d'un autre cas. En tombant de la falaise, il se retrouve dans un royaume étrange, au lieu de mourir dans la forêt. Un vieil homme se trouve aussi là. Ce vieux est le maître des poisons, un vrai démon. Quand le culte a envahi les plaines centrales, il a réduit son chef en cendres avec de l'eau empoisonnée. Pourquoi voit-on son histoire maintenant ? Parce que lui et notre héros partagent la même âme. En vieillissant, son âme s'est liée à celle de notre protagoniste. Au moment où ils se reconnaissent, les souvenirs de l'ancien affluent dans son esprit. L'ancien voit tout ce que notre garçon a vécu et réalise la brutalité de sa vie. Notre héros a été méprisé toute sa vie à cause de son statut de rejeté. L'ancien comprend que c'est leur royaume mental et lui permet d'utiliser son expérience. Notre garçon entre alors dans une phase de pouvoir, prêt à se transformer. Il ouvre les yeux dans son monde et se rend compte qu'il a toujours les connaissances de l'ancien. Il commence à bouger son corps brisé avec détermination pour devenir plus fort. Son but est clair, devenir le maître absolu grâce au poison. Il rampe vers des herbes toxiques et commence à les manger, même si elles ont un goût horrible. Il convertit le poison en énergie interne. Ses yeux se refroidissent avec une nouvelle résolution alors qu'il s'engage à se venger. Le premier sur sa liste est ce lieutenant à lunettes. La vue les déstabilise car quelque chose chez lui semble anormal, et l'énergie qui émane de son corps dégage des vibrations maudites. C'est ce qui les choque le plus. Ce n'est pas seulement qu'il est encore en vie, mais qu'un rejeté montre des signes de réaction magique. L'un d'eux charge avec un poignard, mais notre beau garçon repousse l'attaque d'un coup de poing et sent l'énergie interne dans sa main. Pourtant, Indong se moque de lui, refusant de croire qu'il s'est vraiment éveillé, car il n'a pas de symbole sur le visage.
C'est pourquoi notre héros a l'audace de le regarder dans les yeux et de demander ses derniers mots. Puis, il charge son corps avec des pièces. Étrangement, il se sent calme même si c'est son premier vrai combat. Les souvenirs de l'ancien sont encore en lui, portant l'expérience de millions d'années. Les tirs traversent leur tête, creusent des trous nets dans leur crâne, comme si c'était facile. Mais il n'a pas fini. Avec des pas de mirage, il danse autour de son adversaire. Un homme est encore debout, et cet idiot a encore de l'espoir. Il lui pointe une arme, mais il bouge aussi lentement qu'une série indienne, alors notre héros l'abat en moins d'une seconde. Ensuite, il s'approche calmement d'Indang, qui est toujours là, en déni total, incapable de comprendre comment un rejeton peut utiliser des compétences. Pour la première fois depuis des siècles, notre gars se tient au-dessus de quelqu'un avec une confiance totale et lui demande comment c'est d'être du côté des perdants. Le pauvre type craque instantanément, éclatant en larmes en suppliant pour sa vie, comme si toute sa confiance venait d'être effacée en temps réel. Il essaie même de se sauver en criant qu'il est soutenu par Lady Mitsui, pensant que ce nom seul va l'effrayer. Notre gars n'est pas impressionné, pas du tout. Il le saisit par le cou et serre sans hésitation, mettant fin à tout ça et laissant son corps comme appât frais pour les loups sauvages. Alors qu'il se tient là, complètement imperturbable, il dit calmement qu'il n'a plus l'intention de rester là à encaisser. À ce moment-là, il a l'air déséquilibré, dangereux, et oui, carrément trop cool pour quelqu'un qui vient de se réveiller après être mort. Sa ville natale, Peju, fait partie de l'Empire Saman, une nation formée après le cataclysme de Mana, en fusionnant les anciens territoires de Corée, de Chine et du Japon. Dans la capitale, un homme rapporte tout à père de Taeju, expliquant que Taeju a été renvoyé après une tentative d'assassinat lors d'une mission de reconnaissance sur les falaises. Il explique comment Indong et son groupe l'ont attaqué là-bas, mais d'une manière ou d'une autre, Taeju a survécu et a disparu après avoir été renvoyé. Pendant ce temps, Indong et son groupe auraient été tués et mangés par des monstres en essayant de s'échapper. L'enquête révèle quelque chose d'encore pire. L'attaque n'était pas aléatoire. Elle a été demandée par des officiers d'origine japonaise. Au moment où il entend cela, l'expression de son père change. Il comprend immédiatement qui est derrière tout ça, Mitsui. Elle est la fille d'une famille japonaise influente au sein de l'empire Samhan et aussi la mère des demi-frères de Taeju. Elle a toujours voulu qu'il disparaisse pour que ses propres fils puissent tout hériter. Mais cette fois, elle a perdu patience et a même demandé de l'aide à sa famille dans le royaume de Kyushu pour le faire assassiner. Même en sachant tout cela, le père de Taeju n'est pas un saint lui-même. Au lieu de réagir avec colère, il pense froidement que Taeju allait mourir de toute façon, alors elle aurait pu attendre un peu plus longtemps. Il comprend que la situation est sérieuse, mais Paju est dans une position fragile et dépend encore beaucoup du soutien de la famille de sa femme. Pour cette raison, il décide de gérer la situation discrètement. Pour lui, Mitsui a peut-être franchi la ligne, mais ses enfants sont toujours les futurs héritiers de cette terre. Dans son esprit, il vaut mieux ignorer tout plutôt que de créer des problèmes pour quelqu'un qu'il considère déjà comme un homme mourant. D'une manière tordue, il se convainc qu'il ne reverra jamais son fils. Il n'envisage même pas de le chercher, pensant qu'il vaut mieux laisser Taeju vivre le peu de temps qu'il lui reste en liberté avant qu'il ne meure. Notre garçon est maintenant en route pour devenir l'homme le plus fort du monde. Il atteint le bord d'une vallée, et de là, il a enfin une vue complète de la ville de Guri, et la vue l'attire instantanément. L'endroit semble irréel, presque comme quelque chose tout droit sorti d'une carte postale fantastique. C'est la première fois qu'il voit quelque chose comme ça. Et oui, ça fait un choc. Juste à ce moment-là, un vieil homme imitant la barbe de Johnny Depp s'approche de lui et comprend rapidement que c'est la première fois que Taeju voit la ville. Et comme chaque professeur de géographie qui ne sait pas lire la pièce, il commence immédiatement à parler. Il explique qu'il y a 300 ans, Guri n'était rien de plus qu'une petite ville de la République de Corée. Mais tout a changé après son annexion à l'Empire Samhain. L'endroit était constamment envahi par des bêtes démoniaques, alors l'Empire en a fait une base et l'a déclarée ville libre. De là, ils ont introduit toutes sortes d'avantages, y compris des exonérations fiscales sur les sous-produits des bêtes démoniaques, et même la permission pour certaines activités illégales. C'est ainsi que Guri s'est lentement transformé en un immense hub, produisant maintenant plus de 20% des sous-produits démoniaques de l'Empire. En d'autres termes, cet endroit imprime de l'argent, si vous savez ce que vous faites. Les gens peuvent y gagner des sommes incroyables et devenir millionnaires, passant de zéro à quelqu'un comme MrBeast ou Bill Gates si tout se passe bien. Le potentiel est fou. Malheureusement, notre gars n'est pas fait pour les cours. La plupart des infos lui passent au-dessus de la tête, prouvant qu'il est un protagoniste baka avec un pouvoir fou qu'il pourrait nous montrer plus tard. Il remercie quand même poliment le vieil homme, pensant qu'il veut juste aider. Il y a quelque temps, après avoir quitté sa ville natale, Taeju a cherché un endroit où il pourrait devenir plus fort sans être suivi. C'est là qu'il a trouvé Guri. L'Empire y a à peine le contrôle, ce qui en fait l'endroit idéal pour rester caché. De plus, la région est remplie de bêtes venimeuses et d'herbes toxiques, ce qui en fait un terrain d'entraînement idéal pour lui.
D'une manière étrange, il reconnaît même que cette opportunité existe grâce à sa belle-mère, qui l'a poussé à la limite de la mort, ce qui l'a amené à rencontrer l'âme d'un autre monde. Ce moment a tout changé. Pour l'instant, il prévoit de travailler comme porteur, tout en s'entraînant secrètement et en renforçant sa force pas à pas. Ce n'est pas spectaculaire, mais ça fait le job. En ce moment, il fait déjà partie d'un groupe en tant que porteur. Le même vieil homme désigne une fille nommée Anoul, expliquant qu'elle est une épéiste et une éveillée professionnelle. Selon lui, elle est probablement la plus forte du groupe. Et oui, elle est clairement la plus séduisante parmi tous les types malodorants. Mais notre gars n'a pas de bon goût et n'est même pas concentré là-dessus. Au lieu de ça, il remarque quelque chose d'étrange chez elle. Hermana semble instable, et c'est la seule chose qui attire vraiment son attention. Il s'avère que la fille n'est pas juste séduisante sans raison. Elle a en fait une forte fièvre. La cause se manifeste rapidement lorsqu'un moustique à 3 bandes, une petite menace avec une toxicité d'élite, la pique et met son corps en chaos. Soudain, elle s'effondre, et tout le groupe se met instantanément en alerte, traitant ce moustique comme un boss final. Tout le monde commence à bouger prudemment, s'assurant de ne pas se faire piquer ensuite. En même temps, une méchante aux cheveux rouges intervient sans hésitation et lance une boule de feu si massive qu'on dirait qu'elle essaie de faire disparaître le moustique. Pendant ce temps, notre gars reste là, confus, se demandant pourquoi tout le monde réagit de manière excessive à ce qui ressemble à un insecte ordinaire. Bohaman explique rapidement que ce n'est pas un moustique ordinaire. S'il pique quelqu'un, son mana disparaît temporairement, et des groupes entiers ont été anéantis à cause d'un seul. Donc oui, quiconque reste calme dans cette situation est soit un génie, soit complètement dérangé, et notre gars penche fortement vers la deuxième option. À ce moment-là, des souvenirs du vieil homme Goonox remontent à son esprit, et il se rappelle d'un poison qui correspond parfaitement aux symptômes qu'il observe. Pour le confirmer avec son art spirituel du poison, il profite de l'occasion pour poser sa main sur son abdomen. Qui ne saisirait pas cette occasion de se rapprocher d'une jolie fille? En vérifiant le flux d'énergie dans son corps, il s'arrête soudain une seconde. Que ce soit à cause de la situation ou des papillons dans son ventre, quelque chose semble vraiment étrange. Pendant ce temps, un des membres du groupe commence à trembler car l'environnement venimeux le touche. Il presse le leader de battre en retraite avant que les choses ne s'aggravent. Juste à ce moment-là, ils entendent un bruit dans les buissons, et tout le monde se prépare immédiatement à une attaque. Mais au lieu d'un monstre, un petit lapin sort, effrayant un groupe de combattants adultes comme s'ils avaient vu un fantôme. Ils se détendent un peu et décident de reculer. Malheureusement, cette décision arrive un peu trop tard. Soudain, des ogres apparaissent et balancent leurs armes sans avertir, abattant instantanément plusieurs membres avant qu'ils ne réalisent ce qui se passe. On passe du calme au chaos en une fraction de seconde. La méchante aux cheveux rouges réagit immédiatement et s'avance, disant aux autres de battre en retraite pendant qu'elle retient les ogres. Elle sait clairement qu'elle est la seule à pouvoir leur donner du temps. Pendant ce temps, notre gars tient toujours la fille inconsciente, parlant calmement au vieil homme et lui disant de se dépêcher. Il prétend qu'il va rester pour aider la fille aux cheveux rouges, bien que sa raison soit un peu suspecte. Avant cela, il soulève doucement la fille inconsciente et la place sur les épaules de l'ancien, s'assurant qu'ils peuvent s'échapper en toute sécurité. En se déplaçant, il remarque quelque chose d'étrange. Les ogres n'agissent pas au hasard. Ils avancent en formation, comme s'ils étaient contrôlés ou suivaient des ordres. La combattante aux cheveux rouges se donne à fond, montrant des compétences dignes de Myrielena Vermilion, lançant une lance de feu qui abat plusieurs ogres d'un coup. Mais même avec ce pouvoir, l'un d'eux parvient à la dépasser et se dirige droit vers les porteurs. Elle réagit instantanément et crée un immense mur de feu pour bloquer son chemin, confiante de l'avoir arrêté. Un instant, on dirait qu'elle a réussi. Mais soudain, un autre ogre apparaît derrière elle. Elle ne le remarque même pas, et dans cette position, elle ne peut rien faire contre ce qui va suivre. Au lieu de montrer comment notre garçon intervient et utilise son pouvoir, la scène se déplace soudainement vers le vieux Gunok. Il s'avère qu'il a en fait accédé au royaume immortel, l'endroit dont chaque grand-père en arts martiaux rêve, grâce à l'expérience de partage d'âme qu'il a eue avec notre gars. Après avoir acquis des connaissances de la Terre, il comprend enfin le chemin vers l'immortalité et y parvient. Mais maintenant qu'il vit ce rêve, il le regrette un peu, parce que le soi-disant royaume immortel est rempli de vieux gâteux agissant comme des enfants, se battant sans raison et se fracassant la tête comme si c'était une cour de récréation. Pas de discipline, pas d'éthique, juste un pur chaos avec une durée de vie illimitée. Même alors, il décide de se détendre et d'essayer de voir le bon côté. En se relaxant, ses pensées dérivent vers Taeju. Ils partagent la même âme, mais leur vie les façonne différemment. Gamak est devenu maître en arts martiaux, tandis que Taeju a grandi face à la cruauté. Pourtant, il espère que Taeju deviendra rapidement plus fort et atteindra la 7e étoile de l'art du poison primordial sans forme. C'est le niveau nécessaire pour surpasser le maître stocké dans les souvenirs de Taeju. Il veut le revoir un jour, mais avant cela, il prévoit de découvrir de nouvelles techniques à lui enseigner. Malheureusement, la paix ne dure pas longtemps. Soudain, un autre vieil homme lance une attaque directement sur sa tête, se moquant de lui pour avoir méprisé l'escrime.
Le même Gounak qui jugeait les autres il y a une seconde se déclenche immédiatement et plonge dans le chaos comme les autres. Donc, oui, même lui ne peut pas échapper au déficit de neurones de ce royaume. Maintenant, de retour dans le monde réel. Juste au moment où l'ogre s'apprête à abattre la méchante aux cheveux rouges, notre garçon se précipite soudainement et la pousse sur le côté avec son bras, la tirant hors de danger à la dernière seconde. Sans perdre de temps, il utilise sa technique d'arme et tire plusieurs pièces. Chaque tir atteint parfaitement sa cible, perçant les ogres et les abattant d'un seul coup. Le combat se termine presque instantanément, et même lui est un peu surpris de sa force. Au fond, il sait que tout cela vient de l'ancienne âme en lui. Pourtant, il ne prévoit pas de se vanter. Rester discret compte plus en ce moment, alors il garde son calme et évite d'attirer trop d'attention. Évidemment, cela semble incroyablement suspect qu'un porteur sans blason ait éliminé tous ces monstres comme si de rien n'était. Donc, au lieu de rester là comme un héros, notre garçon change immédiatement de vitesse et commence à ramasser toutes les pièces qu'il a lancées. C'est franchement fou, car il est assis sur des tas d'argent, mais il ne peut toujours pas se permettre une arme convenable, donc il utilise de la monnaie de poche comme munition létale. En les ramassant une par une, il remarque soudain qu'une pièce manque. Ses yeux parcourent la zone, et il la trouve profondément enfoncée dans un tronc d'arbre. Quand il s'approche pour l'enlever, quelque chose de familier commence à bourdonner à proximité. Ce même moustique à 3 rayures apparaît à nouveau, planant tranquillement comme s'il était chez lui. Sans hésiter, il tend la main, le saisit en plein vol et le laisse simplement piquer sa main. C'est exactement le même moustique qui a piqué la fille brûlante plus tôt. Il peut enfin observer son poison directement. Alors que le venin se propage, il sent son énergie interne se disperser, brisant le flux dans son corps. C'est alors qu'il comprend. Cet effet est identique au poison de dispersion d'énergie du monde martial. La différence, c'est que dans ce monde, il n'y a pas d'antidote connu, ce qui serait un problème pour une personne normale. Pour lui, c'est une opportunité. En utilisant les connaissances du vieil homme, il pense immédiatement à recréer un antidote avec des herbes de ce monde. Au moment où cette idée se forme, son expression devient presque folle, comme s'il venait de découvrir un bug d'argent. Et ensuite, il fait quelque chose d'encore plus fou. Il regarde le moustique et décide que le moyen le plus rapide de l'analyser est de le goûter. Sans hésitation, sans réfléchir, il le jette dans sa bouche et l'avale. Étonnamment, ça fonctionne. Rien qu'au goût et à la réaction, il confirme que les composants correspondent à ce qu'il attendait. Cela signifie que créer un antidote est tout à fait possible. Au moment où il réalise cela, il peut déjà sentir l'argent dans l'air. Ce n'est plus juste une question de survie, c'est un chemin direct vers la richesse. Mais avant qu'il puisse profiter de cette pensée, la réalité refait surface. Une présence lourde commence à s'approcher, et le sol lui-même semble différent. Quand il regarde devant lui, il le voit. Le chef des ogres est arrivé. Et comme ça, le vrai jeu commence. La bête chef parle soudainement, en langage humain, et menace de le tuer, ce qui le prend immédiatement au dépourvu. Notre gars réalise que ce n'est pas un monstre normal. C'est une bête magique éveillée connue sous le nom d'élite, quelque chose dont il n'avait entendu parler que précédemment. En même temps, les choses ne semblent plus avoir de sens. Ces moustiques n'étaient pas censés exister ici. Les ogres étaient déjà hors de leur place, et maintenant une élite est apparue, le faisant se demander ce qui se passe vraiment dans cette montagne. L'élite n'attend pas et balaye son arme, envoyant une large entaille qui déchire la zone. Taeju parvient à sauter juste à temps, car s'il avait été une seconde en retard, il aurait été coupé en deux, rencontrant une fin comme Satoru Gojo. Maintenant, il comprend clairement que cet ennemi est bien plus fort que tout ce qu'il a affronté auparavant. Malgré tout, il tente sa chance et lance plusieurs pièces avec son unique flash. Mais l'élite a un bouclier électrique entourant son corps. Les pièces sont instantanément détruites, transformant son argent durement gagné en néant. Earl a désespérément besoin d'une arme, sinon il sera réduit à néant. Mais il ne semble pas s'inquiéter dans une telle économie, sinon il brûle juste des ressources sanguines, bien qu'il ne semble toujours pas trop inquiet à ce sujet. L'élite laisse échapper un grognement, le ramenant à la réalité. Il remarque qu'il a hésité, et rien que cela l'irrite. Si le vieil homme en lui voyait cela, ce ne serait que de l'embarras. Alors il se reprend, rassemble son énergie et charge à nouveau avec une pensée claire. Peu importe ce qui se met en travers de son chemin, il va le briser. Il active sa nouvelle compétence, poison de fer, et se précipite. Même le nom semble douteux, mais l'intention derrière n'est pas. L'élite balance sa hache, et Taoju la rencontre de front avec un coup de poing. L'impact envoie un choc à travers les environs, leur affrontement résonnant dans la zone. Après cet échange, ils restent tous les deux debout. Le corps massif de l'élite ne montre aucun dommage, tandis que Taoju le fixe, déjà déterminé à finir ce combat. Avant que quoi que ce soit d'autre n'arrive, quelqu'un apparaît soudain. Un homme séduisant, coiffé comme Aizen, avec une présence écrasante, intervient et tranche l'élite en un instant, la découpant en morceaux comme Levi Ackerman face au titan bestial. L'élite s'effondre complètement, réduite en morceaux, comme si elle n'avait jamais eu de chance. Quelqu'un de niveau maître vient d'arriver, et il doit maintenant réfléchir à comment tout expliquer.
L'homme le regarde et lui demande comment il a réussi à abattre un groupe d'ogres sans même avoir de blason sur le visage. Qui est-il vraiment? En entendant ce ton, Taeju comprend instantanément une chose. Cet homme n'est pas ordinaire. Notre garçon choisit ses mots avec soin. Il remercie l'homme de lui avoir sauvé la vie et s'apprête à dire plus quand le vieil homme de son groupe arrive avec d'autres PNJ. Le vieil homme va directement vers notre petit garçon et lui demande si les bagages vont bien, au lieu de s'inquiéter pour son camarade, Taejo. Taejo lui dit que tout est en sécurité, grâce au gentleman qui l'a sauvé. Les autres qui sont venus avec le vieil homme s'approchent rapidement de cet homme, l'appellent Jang-hak et s'excusent d'être en retard. Puis le vieil homme explique à notre gars que Guria est une ville libre, donc gérée par un comité autonome au lieu de la famille impériale. Il ajoute que Jang-hak est l'un des 3 membres du comité permanent ayant des droits de vote. De plus, il est aussi le chef de la guilde Nagodan, le groupe en charge de la sécurité, et un éveillé de rang maître. Comme les porteurs comme eux rendent hommage à cette guilde pour protection, le vieil homme fait immédiatement incliner la tête à notre garçon et le fait remercier Jang-hak correctement pour l'avoir sauvé. Taeju suit et se présente comme un porteur récemment arrivé à Gerae. Le beau mec demande alors s'il était celui qui a abattu la horde d'ogres. Notre héros le nie instantanément, disant qu'il est impossible qu'un simple porteur puisse faire cela. Selon lui, tout cela était l'œuvre du magicien qui s'est ensuite évanoui d'épuisement magique. Et juste après cela, l'élite orque est soudainement apparue. L'histoire semble suffisamment claire, et pour l'instant, c'est la réponse la plus sûre qu'il puisse donner. Juste à ce moment-là, les autres membres de la guilde Negodong rapportent qu'ils ont sécurisé les survivants, et que le groupe de nettoyage est déjà parti. Alors qu'il se prépare à partir, Jang-hak donne à notre gars un dernier avertissement. Il lui dit de ne pas causer de problème. S'il le revoit pour une mauvaise raison, il ne le ramènera pas en un seul morceau. Une fois Jang-hak et ses hommes partis, le vieil homme avertit immédiatement Taeju de ne jamais se mettre en travers de son chemin ou de le croiser à nouveau. Selon lui, Jang-hak peut être appelé le capitaine de la sécurité, mais il accepte des pots de vin de gens malveillants et détourne commodément le regard. Le vieil homme dit qu'il ne participe aux patrouilles que pour se vanter et maintenir sa réputation. Apparemment, l'homme est aussi assez habile à dénigrer, car il continue sans rien retenir. Il explique qu'il était pressé et qu'il est tombé sur Jung-hak. Alors il l'a emmené avec lui, sinon il aurait appelé quelqu'un d'autre. Eh bien, ce n'est que le début. Notre garçon aurait une relation folle avec le beau garçon. Avec cette affaire réglée, il se prépare à emballer les précieux bagages et à partir avant qu'un autre type de problème n'arrive, surtout celui qui se présente sous la forme d'un monstre ou d'un maître. Comme un Sunday aléatoire quand la réalité vous frappe soudainement avec tous vos échecs passés, notre beau gars commence à s'effondrer un peu. La pensée s'installe que si Juyuk n'était pas apparu, il serait mort là. Cette réalisation frappe plus fort que tout le reste. Il commence à se demander ce qu'il a fait tout ce temps. Bientôt, il arrive à une conclusion claire. Il avait juste été trop arrogant après avoir échappé au destin d'un rejeté, agissant comme s'il était intouchable juste parce qu'il avait réussi à battre un éveillé une fois. En y repensant maintenant, il se sent embarrassé, surtout envers l'âme ancienne en lui. Cette confiance n'était pas de la force, c'était de l'imprudence. À partir de maintenant, il se fait une promesse. Les choses vont changer, et il va vraiment devenir plus fort. Ce moment était nécessaire. Cela réduit son arrogance et le ramène à la réalité, l'obligeant à rester ancré au lieu de voler trop haut. Guri a une bonne infrastructure, mais les hôpitaux manquent. Et ils ne sont pas vraiment fiables non plus. C'est pourquoi les pharmacies ont pris le relais. Les pharmaciens peuvent prescrire des médicaments approuvés. C'est exactement pour ça que notre héros vient ici. Il prévoit de vendre un antidote pour le moustique mutant à 3 bandes. Créer l'antidote nécessite d'atteindre le 3e niveau de l'art du poison, et grâce à ça, il y parvient. Maintenant, il se sent confiant. Un vieil homme s'avance, se présente comme Baekongpyo et lui dit de parler. Yarman explique qu'il est là pour vendre un médicament qu'il a formulé. Tout en parlant, le vieil homme entend calmement notre héros dire que c'est un antidote pour le moustique à 3 bandes. Cette phrase fait immédiatement réagir Hongpyo. Il ajoute que son effet dure jusqu'à 10 heures. En entendant cela, Hwangpyo perd son calme et traite ça de nonsense. Il pose 2 bouteilles de l'antidote sur la table et laisse son numéro. Il leur dit de tester et de le contacter s'ils sont intéressés. Après cela, il se retourne et s'en va, laissant tout le monde stupéfait. Jutsu, costaud comme un tank, prend la bouteille et demande à Baekongpyo s'il croit vraiment à ce que le jeune a dit. Beidai n'a aucune attente. Même les plus grandes entreprises pharmaceutiques ont échoué. Pourtant, la confiance de Taeju l'inquiète. Jinsu hausse les épaules et dit que ça a le goût de l'eau. Il ajoute que s'il s'agissait d'un vrai antidote, il ressentirait quelque chose.
Il passe à autre chose et prépare son équipement pour la chasse aux grenouilles. Pendant ce temps, le vieil homme jette la bouteille restante et le numéro de Taeju. Dans le champ, Jinsu part avec son coéquipier pour la chasse, mais les choses tournent mal. Un martin à dents de lame apparaît de nulle part. Elle a déjà été empoisonnée par le venin et sera bientôt paralysée. Juju lui dit qu'ils vont reculer dès qu'il s'occupera de la bête. S'il est aussi empoisonné, toute l'équipe est finie. En même temps, il sent son bouclier faiblir. Cela lui fait suspecter qu'il a peut-être déjà été empoisonné. Tout s'accumule dans sa tête, et il se demande où ça a mal tourné. C'est comme si l'univers s'effondrait et qu'il n'avait nulle part où aller. Ils étaient préparés avec des combinaisons anti-insectes, car cette zone est connue pour ses moustiques mutants. Pourtant, le martin à dents de lame est apparu de nulle part, comme s'il avait été placé là intentionnellement. La créature a déchiré leur combinaison en un instant. Et juste après, les moustiques les ont attaqués en groupe. On dirait que les deux menaces collaboraient. Junsu et son équipe essaient de se replier, mais le martin bloque leur chemin, coupant leur échappatoire et les rapprochant de la mort. Maintenant, c'est juste lui qui tient ces monstres à distance tout seul. Alors qu'il imagine déjà sa mort, son coéquipier le sort de ses pensées et l'avertit d'une attaque imminente. Dose, le martin à dents de lame, brise son bouclier et le détruit complètement. Pourtant, quelque chose semble étrange, car il ne ressent aucune perte de force, même après avoir été mordu par le moustique. C'est à ce moment-là que tout lui revient. Tout cela à cause de ce type qu'ils ont écarté comme un escroc. Il se reprend et charge en avant, testant sa théorie. Au lieu de s'effondrer, son corps tient bon, et cela prouve que l'antidote est réel. Plus tard dans la nuit, il revient en trombe dans le magasin, vivant et respirant, et demande immédiatement au vieil homme le prix. Il déclare qu'il veut acheter chaque bouteille disponible. Pendant ce temps, notre beau gosse se promène dans le marché de Guri, animé et débordant d'activité. Ayant grandi enfermé dans la prison de Paju, c'est la première fois qu'il vit un endroit aussi vaste et vibrant. Il se sent en fait heureux d'avoir pris un jour de congé. Pour créer ses antidotes, il a dû atteindre la maîtrise de poison à 3 étoiles, ce qui nécessitait un contrôle précis de son énergie interne pour extraire des composants à partir d'herbes médicinales et toxiques. Mais se pousser à ce niveau a un coût. La pression de l'utilisation de la compétence de purification de poison à 3 étoiles l'a laissé avoir besoin de temps pour se stabiliser et récupérer. En même temps, Baek Hongpyo s'approche de lui et propose un accord pour acheter tout le stock. Il explique que cet antidote pourrait complètement changer la façon dont les chasseurs traitent ces monstres. Le gars Yui reste calme et écoute tout en cultivant son aura. Lorsqu'on lui demande le stock total, il révèle qu'il y a environ 60 000 bouteilles prêtes et il assure que la production peut augmenter immédiatement si nécessaire. Hong Piao présente alors un contrat. Il stipule que l'antidote sera vendu à 50 000 won par bouteille, avec un prix de revient de 10 000 won, et il inclut également une clause où Hong Tiao s'occupera des approbations et des questions de brevet. Taeju examine les termes et calcule rapidement que 60 000 bouteilles reviendraient à 3 millions won. Pongkyo ajoute une taxe de 10%, ce qui ramène le total à environ 2 700 000 000. Après avoir tout examiné, Taeju prend une décision et accepte de fournir l'antidote exclusivement pendant 1 an, fixant le prix à 35 000 won par bouteille. Parce qu'il entend que le vieil homme gère un orphelinat avec les bénéfices de la pharmacie et est appelé le père de tous les orphelins, Taeju décide de l'aider. En retour, il demande seulement un espace où il peut fabriquer son antidote. Le vieil homme ne peut contenir sa joie, et cela se lit sur son visage mignon. Après cela, il se serre la main et finalise le contrat. Une fois que Taeju reçoit la compte, il se dirige vers le marché pour acheter de l'équipement et faire une pause. Il marche dans les rues, avec ses cheveux couvrant ses yeux comme un vilain sombre espionnant la ville. De nulle part, un gars chauve avec un corps musclé, mais une poitrine comme Sydney Sweeney, apparaît et commence à faire des poses de pop girly. Taeju sent instantanément Yui le regarder, mais le gars l'invite à découvrir ses armes. Taeju essaye de s'éclipser, mais ce type utilise ses muscles, puisque la poitrine ne fonctionnait pas, et le traîne vers son magasin d'armes, comme si c'était une romance forcée. Dès que Taeju entre, il est complètement déconcerté. La boutique est remplie d'armes de qualité, bien mieux que prévu. Donc, ne jugez jamais un livre par sa couverture. Après avoir réalisé que ce gars maîtrise son art, Taeju commande 100 dagues en saule volant. Baldi examine la demande et explique qu'il aura besoin de mana steel pour que les dagues fassent des dégâts corrects. Il confirme qu'il peut les fabriquer, mais les matériaux manquent, donc cela prendra du temps. Taeju est d'accord et demande le prix. Comme Baldi est clairement dans le besoin, il fait ses calculs et dit que cela coûtera environ 250 millions, même avec un joli bonus. Toju transpire presque en entendant ce prix pour seulement 100 couteaux, mais il garde son calme comme un pro et accepte de payer la totalité d'avance. L'affaire des armes réglée, il sort et commence à penser à une armure. S'il veut transporter du poison et des armes à lancer discrètement,
peut-être qu'un long manteau sur mesure ferait l'affaire. Voici l'entrée de notre waifu, et la scène s'ouvre sur deux femmes au dernier étage d'un double étage, regardant un château si beau qu'il fait paraître le Taj Mahal petit. Notre waifu, Yanhui, cadette de l'académie militaire, ne semble pas impressionnée et reste là, impassible, comme si elle avait vu mieux. Elle corrige son assistante et explique qu'il ne s'agit pas d'une fourrure ordinaire, mais de celle du renard fantôme sibérien, extrêmement rare et difficile à chasser. Elle ajoute que l'armure en cuir de ce renard offre une excellente défense tout en restant fraîche en été et chaude en hiver, alliant praticité et luxe. Cependant, notre waifu est une femme indépendante et dit calmement qu'elle a assez d'argent, montrant qu'elle ne dépend de personne. Peu après, elles arrivent à la boutique pour enfin voir l'article qu'elles sont venues chercher et l'atmosphère à l'intérieur crie déjà cher. En même temps, notre gars entre dans la boutique à la recherche d'un manteau en peau de bête démoniaque et remarque immédiatement ces deux-là examinant le même article. Il est maintenant clair qu'ils sont tous là pour le même objectif et la situation va devenir gênante rapidement. Le vendeur, qui s'occupait des dames, s'approche de notre garçon pour l'accueillir. Et c'est là que l'intrigue se met en place. Il invente un mensonge disant comment un simple porteur pourrait vaincre les orques, mais elle l'interrompt. Elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi il l'a aidée, mais grâce à lui, elle a pu récupérer les corps de son chef et de son petit ami. Les gars, elle est déjà prise. Son corps tremble tant qu'elle a du mal à se tenir debout. Mais elle le remercie de tout cœur, et notre Pookie ne sait pas comment répondre à une telle lourdeur. C'est vrai qu'il a sauvé des gens, mais il sait aussi qu'il avait des pensées égoïstes à l'époque. Après un moment, elle reprend ses esprits et réalise qu'elle met son sauveur mal à l'aise. À ce moment-là, l'assistante arrive, déjà en colère, demandant pourquoi elle a attendu si longtemps. La badie aux cheveux rouges se retourne, s'incline poliment et s'excuse. L'assistante commence à lui reprocher d'avoir maltraité son maître et de refuser de vendre le manteau à la dernière minute. La badie aux cheveux rouges explique que le manteau était disponible jusqu'à récemment et promet de compenser la perte avec son propre argent. En retour, elle lui demande si les gens lui disent souvent qu'il est inconscient. Les gars, c'est exactement ce qu'on essaye de dire depuis des siècles. Cet homme est dense et inconscient, mais c'est la première fois qu'il l'entend. Puis elle s'explique enfin et dit qu'elle voulait rembourser sa dette avec ce manteau en fourrure de renard argenté. Notre protagoniste refuse immédiatement, disant qu'il ne peut pas l'accepter car ses intentions n'étaient pas pures à l'époque. Elle ajoute que si cela le préoccupe vraiment, il devrait simplement sauver plus de vies à partir de maintenant. Notre garçon n'a jamais reçu ce genre de gratitude auparavant, seulement des critiques et des regards froids. Donc, même si le moment est lourd, quelque chose en lui se sent étrangement amusé et heureux en même temps. Finalement, il accepte le manteau avec gratitude. Nous sommes transportés dans le monde immortel. Tout le monde ici se ressemble avec des robes blanches et de longues barbes blanches. La seule différence est leur coiffure. Certains ont une mèche qui pend, tandis que d'autres en ont deux relevés. Parfois, ils se présentent dans des tenues de sugar daddy et se coupent les cheveux comme s'il allait sortir séduire des baddies immortels. Dongbing, curieux, décide de rendre visite à Gunak. Pour rendre les choses intéressantes, il sort une pêche céleste du royaume immortel et prévoit de l'utiliser comme monnaie d'échange. Il pense que si Gunak voit ça, il pourrait enfin lui apprendre à coudre. Mais connaissant ce royaume, il y a sûrement quelque chose de spécial à propos de cette pêche. Voyons ce qui se passe ensuite. Dans le monde d'origine, Taeju est enfermé dans le sous-sol de l'orphelinat Baek. Puis le vieux Baek Hongpyo appelle, et Taeju lui dit que la solution non diluée est presque prête, ce qui soulage le vieux pendant 2 secondes avant qu'il ne demande un autre lot. Pompeo annonce alors que la nouvelle de l'efficacité du médicament s'est répandue et les gens affluent comme si leur vie en dépendait. Tout le monde veut attraper cet article avant qu'il ne soit à nouveau épuisé. Notre garçon ne va pas laisser ses maniques transformer l'achat de médicaments en Hunger Games. Hongpyo comprend, mais il souligne que des médicaments contrefaits
pourrait apparaître rapidement. Personne ne peut reproduire ça sans un savoir secret d'un autre monde. Il demande à Hongpyo quand arrivent les machines d'emballage, car maintenant, l'emballage prend plus de temps que la fabrication et ils ont encore une pile de bouteilles à remplir. Notre gars n'est même pas retourné à son dortoir depuis une semaine. Il vit dans ce sous-sol, comme un acteur payé dans un documentaire sur les prisons. Hanpyo promet qu'il va se dépêcher, tandis qu'à l'extérieur, des gamins se disputent au sujet du fantôme dans la base de l'orphelinat. Une petite fille mignonne est terrifiée et jure qu'il y a un fantôme caché dans la pièce, tandis qu'un garçon plein de confiance dit que c'est probablement juste un mendiant squattant leur base secrète, et déclare qu'il va le virer. Toro pense que c'est son moment d'origine de super-héros, puis la porte de la base s'ouvre soudainement, et un homme torse nu, sentant le désastre, en sort avec un sourire creepy. Les enfants se figent instantanément, frissonnent et s'enfuient avec leurs semelles à moitié décollées. Malheureusement pour eux, le terrifiant fantôme n'est que notre beau gosse qui a passé une semaine dans ce sous-sol à emballer des bouteilles et qui sent exactement comme quelqu'un ayant perdu une guerre unilatérale contre l'hygiène de base. De plus, le vieil homme bizarre avec une moustache l'a déjà appelé pour remplir un poste de porteur dans son équipe, donc Taeju décide que le minimum ici est de prendre un bain avant de traumatiser toute l'équipe. Mais juste à ce moment-là, une autre jolie fille arrive, la fille de Hongpyo elle-même, et les deux enfants se cachent instantanément derrière elle, comme s'ils venaient de trouver le seul bouclier fonctionnel de la zone. Il s'avère qu'ils ne l'ont pas appelé là-bas pour admirer le paysage. Ils l'ont essentiellement convoqué pour se battre avec le soi-disant fantôme. Elle demande si Taeju est celui qui travaille avec son père, Hongkyu. Et une fois qu'il comprend qui elle se présente comme Baek Saeyeon, de l'orphelinat Baek. Les enfants n'ont cessé de parler d'un fantôme dans le sous-sol, alors elle est descendue pour vérifier par elle-même, et elle a aussi apporté une boîte. Cette boîte contient les armes prototypes que Taeju a commandées chez ce bizarre magasin de Baldi. Notre gars la remercie avec un doux sourire, et ce petit geste a un impact bien plus fort que prévu. Soyeon peut agir sévèrement, mais au fond, elle reste une fille avec le cœur d'une fille, alors elle se détourne instantanément en rougissant, comme si son système venait de surchauffer. Puis, alors qu'elle commence à partir, elle lui dit de se laver au premier étage avant de sortir. Autrement dit, même elle sait que notre gars sent comme une quête secondaire qui a mal tourné. Dès qu'elle s'en va, Taeju ouvre la boîte comme une fille déchirant un colis tant attendu. Juste au-dessus se trouve une note, et dès qu'il la lit, son âme subit des dégâts psychiques. Elle dit « Chérie, c'est un prototype, essaie-le et fais-moi savoir ». Notre gars peut pratiquement imaginer ce menace chauve lui envoyant un baiser, et l'image est si maudite qu'il déchire instantanément la note en morceaux, comme si elle avait offensé sa lignée. Après avoir purgé ce terrorisme émotionnel, il vérifie enfin les armes et les trouve plutôt solides, exactement la qualité qu'il espérait. Puisque les couteaux se sont révélés aussi bons, il est encore plus excité à propos du manteau, que la méchante avait prévu de lui donner gratuitement, mais Taeju décide déjà qu'il va la payer une fois qu'il commencera à gagner de l'argent. Plus tard, il se dirige vers les montagnes, où l'équipe l'attend déjà. Il s'excuse d'être en retard, mais le vieil homme bizarre avec une moustache le coupe immédiatement et le remercie d'être venu, même s'il a été appelé à la dernière minute. Malheureusement, la paix dure environ 3 secondes avant qu'un clown musclé ne commence à parler. Ce gars est déçu qu'un simple porteur ose arriver en dernier et ait même l'audace d'agir comme s'il était à l'aise avec le groupe. Il exige des excuses tout en agissant comme si Taeju venait de commettre un crime national. Le grand gueule s'avère être Wonjun, un muscleux snob avec un visage si canin qu'il pourrait commencer à aboyer à tout moment. Honnêtement, la ressemblance est un peu trop frappante ici. Heureusement, Taeju n'est pas l'un de ces beaux garçons muets qui se contentent de rester là et d'encaisser. Il réplique en disant qu'il est arrivé à l'heure. Alors, pourquoi devrait-il s'excuser? Cette réponse rend Wonjun encore plus furieux, au point qu'il semble prêt à exploser sur place. Trop mauvais pour lui, Taeju a aussi monté de niveau, et il est entièrement préparé à réarranger un os ou deux si ce clown continue à le tester. À ce stade, notre gars comprend enfin pourquoi tout le monde évite ce type. Son tempérament est si mauvais qu'il fait probablement fuir les moustiques. Trop calme, le vieil homme intervient et tire la laisse, demandant à Taeju de supporter les absurdités de Wonjun pour l'instant. Forcé d'avaler la pilule la plus amère du monde, notre gars grince des dents et s'excuse quand même. L'équipe commence à avancer plus profondément dans la mission, et Taeju remarque rapidement la composition. 7. Et ces gars pensent vraiment pouvoir réussir un raid comme ça. Notre gars n'a même pas l'air effrayé. Il a juste l'air confus, comme s'il venait d'entrer dans un projet de groupe où personne n'a étudié. Il demande aussi s'ils vont vraiment y aller avec ce nombre. Ce n'est pas de la confiance, c'est presque de la déliquescence. Bien sûr, Wonjun se retourne immédiatement, comme si quelqu'un avait appuyé sur son bouton de colère. Notre gars reste calme et dit qu'il s'inquiète pour la sécurité des porteurs, et si ça semble risqué, il n'y va pas. Simple, logique. Tant pis si la logique ne fonctionne pas sur les rageux à faible QI. Wonjun perd encore plus son calme et le traite de mort-vivant qui parle trop.
Avant que les choses ne deviennent chaotiques, le chef d'équipe Dong Seok intervient avec la même énergie arrogante comme Won-jun, mais avec un titre de manager. À ce stade, Tae-ju est sur le point de craquer. L'intention meurtrière qui émane de lui est si forte, on dirait un moment à la Jin-woo. Le vieil homme explique que leur terrain de chasse est la zone de la martre à lame. Avant, ils avaient besoin d'un groupe complet à cause des moustiques venimeux. Même maintenant, le vieil homme admet qu'il est encore un peu nerveux. Mais comme ils ont 2 combattants de classe débutante, ça devrait être gérable. Il tend alors à Tae-ju un antidote séparé qu'il a acheté juste pour lui. Tae-ju le prend avec un sourire, et pendant un moment, il se sent différent. Il réalise qu'il est la raison pour laquelle toute cette situation a changé, et ce pouvoir commence aussi à le transformer. La nature de ce gars tend à éliminer tout ce qu'il n'aime pas, au lieu de laisser passer. Et maintenant que leurs âmes sont liées, cet état d'esprit s'infiltre lentement en Tae-ju. Si quoi que ce soit, c'est la raison pour laquelle il peut enfin tenir son terrain au lieu de plier. Puis soudain, il s'arrête de marcher. Quelque chose ne va pas. Depuis un moment, il sent quelque chose au fond de la forêt, et ce n'est pas juste du danger, c'est une intention meurtrière. Et une chose est claire, cette aura n'appartient pas à des martinos de base. Ces clowns sont trop confiants. Non, c'est quelque chose de complètement différent. À ce stade, ce n'est qu'une question de temps avant que la réalité ne les frappe comme un camion. Et quand cela arrive, ces clowns trop confiants sont sur le point d'être humiliés de la pire des manières possibles. Changeons de voie pour le monde de Murum, où les choses tournent déjà de la pire façon possible. Le clan Zuji est littéralement en feu, les flammes se propageant partout, tandis que le chaos prend le dessus, comme si les lieux lui appartenaient. Au milieu de toute cette folie, le jeune Gunak se déplace différemment, et se déchaîne complètement. Et juste pour manquer de respect, cet homme marche nonchalamment sur le champ de bataille, tout en acculant le chef du clan, Zuji-chun. Ouais. Le même Zuji-chun, connu sous le nom de « démon du tonnerre ». Ce titre semble effrayant, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il est actuellement pressé comme un personnage secondaire faible. La raison de tout ce massacre est simple. Le clan Zuji a été dénoncé pour avoir vendu son âme au culte des démons. Mais Chun est toujours là dans le déni, affirmant qu'ils ont été piégés comme si tout le monde croyait à cette excuse. Pendant ce temps, Gunak n'écoute même pas. Bro a déjà 10 longueurs d'avance. D'un simple mouvement de la main, il lève plusieurs couteaux en l'air, chacun flottant, comme s'il attendait un ordre, tous dirigés directement vers Chun. Puis, juste pour conclure l'affaire, il lui montre le cadavre de son propre fils et laisse tomber la vérité avec désinvolture. Il a pris l'enfant en flagrant délit, massacrant des innocents pour créer des gemmes de sang, alors il s'est dit qu'il pourrait aussi bien le rendre personnellement à son père. Ce n'est pas la justice, c'est un dommage émotionnel avec un service de livraison. Gunak indique ensuite clairement qu'il a une tolérance zéro envers les personnes qui se cachent derrière les faibles, juste pour se sauver. Ce genre de comportement le dégoûte sur le plan personnel. Et au moment où Chun réalise que tout son secret est dévoilé, le démon du tonnerre oublie soudainement comment être un démon et passe directement en mode mendicité. Attention, il implore le pardon et propose même de tout dévoiler sur le démon céleste, en espérant que cela lui sauvera la vie. Mais Gunak ne fait pas partie de ces méchants qui écoutent les discours et épargnent les gens pour des raisons d'intrigue. Il ne négocie pas avec les déchets. Avec cette même expression calme, il lance chaque couteau en utilisant toute sa puissance, les envoyant directement sur Chun et le tuant sur place. Juste comme ça, le démon du tonnerre est envoyé directement en enfer, Gunak mentionnant avec désinvolture que le démon céleste pourrait bientôt le rejoindre là-bas. Brawl a vraiment dit « réservation de groupe ». De retour sur Terre, Won-jun et son équipe ont déjà fini d'éliminer plusieurs martres à lame comme s'il s'agissait d'un tour d'échauffement. Won-jun sort un cristal d'énergie et commence immédiatement à parler de façon folle, se moquant de Tae-ju pour les avoir interrogés plus tôt. Il demande essentiellement si notre garçon a eu sa réponse maintenant, agissant comme s'il venait de mener tout le raid. Tae-ju fait tout ce qui est en son pouvoir pour rester calme, car s'effondrer maintenant serait bien trop satisfaisant pour eux. La seule raison pour laquelle ces gars ont réussi cela est à cause de son antidote qui transportait toute leur performance. Sans cela, ils seraient pliés plus rapidement que le linge bon marché. Au lieu de claquer, il réprime son intention de tuer, principalement parce qu'il n'a pas envie de salir ses toutes nouvelles lames sur des gens aussi hors de propos. 2 non-éveilleurs et 3 accumulateurs de mana ont réussi à éliminer un groupe de hirondelles. Et oui, cela semble impressionnant, jusqu'à ce que vous vous souveniez qu'il fonctionne essentiellement sur son élément de triche. Pourtant, Tae-ju n'est pas concentré sur ce qui vient de se passer, il se concentre sur ce qui va suivre. Car au fond, il sait une chose avec certitude. S'ils pensent que c'est là la véritable menace, alors ils sont sur le point d'avoir un réveil très brutal. Tae-ju se penche à nouveau vers le vieil homme et lui dit de rester près de lui, car le vrai spectacle est sur le point de commencer. Et juste au bon moment, un loup à fourrure rouge sort. Au moment où Hongpyo le voit, son âme se réveille presque tôt, mais Tae-ju reste calme et lui tend le sac, comme s'il était sur le point d'organiser une démonstration en direct.
Taeju, il ne s'inquiète même pas de la force brute du loup. Ce qui le dérange, c'est la façon dont ces choses bougent par paires. Et juste au moment où tout le monde s'enferme sur le premier loup, le second surgit comme une frayeur et arrache l'un des gars. Le gars se fait transformer en repas avant même que quelqu'un réagisse. Yoonjin balance son épée avec ses bras maigres et le loup l'esquive comme un livre pour enfants. C'est là que la panique le frappe enfin, et il se tourne vers le capitaine en demandant des ordres. Malheureusement, le soi-disant leader est déjà parti, courant avec la queue entre les jambes, laissant toute l'équipe, y compris sa copine, se faire dévorer. Voyant cela, Wonjun sort son coup signature, utiliser le porteur comme appât et courir. Même tactique bon marché, même mentalité. Taeju intervient, sort ses dagues et les lance avec une telle précision que c'en est presque illégal. Une lame tranche tout sur son passage, effleurant les oreilles de Wonjun et Dong Seok, puis s'écrase contre une pierre derrière eux. Ce n'était pas une attaque, c'était un avertissement. Il commence à parler, calme mais mortel, reprochant à l'un d'avoir abandonné l'équipe et à l'autre d'essayer de nourrir les plus faibles aux monstres pour survivre. Puis il lâche cette phrase glaciale, disant qu'il déteste ceux qui utilisent les plus faibles comme boucliers. À ce stade, il ne le cache même plus. Il commence à ressembler à Gunak. Le vieil homme respire à peine car un des loups est déjà mort, et personne n'a vu quand ça s'est passé. Pendant ce temps, le deuxième loup grogne, essayant d'intimider, mais Taeju le calme instantanément. Il l'avertit que s'il fait un pas de plus, c'est fini. Pas d'hésitation, pas de seconde chance. Le gars est déjà de mauvaise humeur. Puis, il se tourne vers l'équipe et demande si c'est comme ça qu'il fonctionne toujours quand les choses se corsent. Jeter les faibles de côté et prier pour qu'ils survivent. Wonjeon, au lieu de ressentir un peu de honte, insiste en disant que les faibles doivent mourir pour les éveilleurs. Cette phrase en dit long sur l'éducation de ce type. Dommage pour lui, Taeju n'est plus faible. Il saute donc sur la montagne, prenant de la distance, et décide de renverser la situation. Il leur dit de gérer un loup eux-mêmes, juste pour qu'ils puissent ressentir ce que c'est que d'être impuissant une fois. Notre gars est pratiquement assis, prêt à regarder le spectacle comme un film. Une des filles panique et supplie Taeju de tuer le loup pour eux, offrant de le payer comme il veut, mais il refuse immédiatement. Une autre dague vole, se terminant plus comme une menace qu'une attaque, alors qu'il leur rappelle qu'il n'est qu'un porteur et que eux sont les combattants. Ils avaient toute cette confiance plus tôt. Maintenant, il est temps de le prouver ou de se faire plier. Wonjun ne lâche pas son attitude une seconde. Il charge en avant, pensant qu'il va mettre fin au loup et prouver un point. Mais le loup se déplace plus vite que son ego ne peut le traiter. Un coup net, et sa tête est partie, roulant au sol comme si elle venait de débloquer un crossover avec le triste récapitulatif de Rhin. Cette confiance a duré exactement une seconde. Dong Seok se tient toujours l'oreille, furieux et criant des menaces à Taeju, promettant de le tuer pour ça. Mais pendant qu'il parle, il oublie que le véritable ennemi est juste devant lui. Le loup s'avance, et comme ça, sa tête se sépare de son corps. Pas de discours, pas de drame, juste une élimination instantanée. Maintenant, il ne reste que deux filles. Elles n'ont jamais vraiment montré d'hostilité envers Taeju, mais elles n'ont jamais non plus intervenu ou dit quoi que ce soit quand ça allait mal. Le silence a un prix. Taeju n'interfère pas, et le loup s'occupe d'elle comme il l'a fait avec les autres, propre et impitoyable. Avec tout le monde parti, le loup se tourne lentement vers le vieil homme à la moustache, qui tremble si fort qu'il peut à peine se tenir debout. C'est alors que Taeju avance enfin à nouveau. Si le loup était parti après avoir fait le ménage, il l'aurait laissé vivre. Mais maintenant, il est trop confiant. En chargeant, il concentre une force verte dans sa main, prête à déchirer l'air, et l'écrase sur le loup. L'impact explose dans la zone, la force est si massive qu'elle fait ressembler la bête à un monstre à 9 queues, l'espace d'un instant, avant que tout soit anéanti dans l'explosion. L'homme âgé reste là, choqué. Mais ce genre de pouvoir n'appartient pas à un débutant. À ce moment-là, tout s'éclaire. Cette attaque folle contre les orques devait aussi être Taeju, et le gars a clairement menti pour cacher sa force. Après avoir libéré toute cette colère, Taeju s'approche de lui. L'homme âgé tombe immédiatement à genoux, suppliant pour sa vie sans hésiter. Notre garçon soupire et lui dit de se détendre, qu'il ne va pas le tuer, puis lui demande s'il est blessé. L'homme âgé secoue la tête si vite que cela semble douloureux. Puis Taeju lui fait comprendre une chose. Il demande une faveur, mais le ton indique que ce n'est pas optionnel. Tout ce qu'il a vu ici reste enterré. L'homme âgé comprend instantanément. Pas d'hésitation, il tient trop à sa vie pour tout gâcher. Taishu laisse les corps derrière lui, laissant la forêt s'occuper du reste. Il ne les a pas abattus directement, mais il les a laissés mourir. Et il ne se sent même pas un peu coupable. Pendant ce temps, à la pharmacie Uji, les choses se dégradent rapidement. Un comité se réunit pour faire face à la chute soudaine des ventes, et le propriétaire de la pharmacie Nouri est pratiquement en larmes. Tout le monde se précipite au magasin VX pour prendre l'antidote de Taeju
Et pendant qu'ils y sont, ils finissent par acheter tout le reste aussi. Pendant ce temps, les grands acteurs sont en réunion, visiblement stressés. Même avec ce genre de domination, ils s'inquiètent. Personne ne peut toucher le magasin VX à cause du comité autonome protégeant Hongpyo, tout ça parce qu'il nourrit des orphelins. Ce petit acte de bonté est devenu un bouclier défensif. Le PDG de la pharmacie Yeje, Hoon-sok, intervient et calme tout le monde. Il dit qu'il est dans la même situation car sa société n'a pas réussi à recréer l'antidote. Les autres grands acteurs admettent la même chose. Personne n'a percé la formule, et maintenant, ils sont tous coincés à regarder leurs profits s'évaporer. Comme le comité les bloque, Hoon-sok décide de jouer à l'ancienne. Cette phrase fait sourire Gil-ho, le gros propriétaire. Parce qu'il sait déjà où cela va. S'ils ne peuvent pas gagner proprement, ils s'apprêtent à devenir malhonnêtes. Hoon-sik affiche le passé de Taeju à l'écran, exposant tout. Il est le fils aîné du général de brigade Kim Woon-bang du territoire de Paeju. Il a servi comme officier, mais a été renvoyé. Son père est un maître, mais Taeju est étiqueté comme un rejeteur de manier. Il n'a rejoint l'armée qu'après avoir été expulsé de chez lui. Sa mère biologique est partie, et sa belle-mère, Mitsui Honda, vient d'une lignée japonaise. De plus, ses deux demi-frères veulent apparemment le voir mort. Le gars a coupé les ponts avec sa famille et s'est retrouvé seul. Après avoir tout exposé, Hoon-sok propose d'approcher Taeju directement. S'il lui offre plus que ce qu'offre Hongkyo, ils peuvent s'approprier les droits de distribution. C'est un coup commercial simple, mais s'ils refusent, ils agiront comme d'habitude. Pas besoin d'expliquer ça. Tout le monde dans cette pièce le sait déjà. Pendant que ces hommes d'affaires préparent quelque chose de louche, un autre acteur entre en jeu. Ajirasan, le commandant du corps de défense contre les monstres, Jin Young, fait aussi des mouvements. Il reçoit un rapport sur Taeju, confirmant qu'il est un Manner Rejector et qu'il a été révoqué de l'unité Krexan. Le nom lui dit déjà quelque chose, car il se souvient que l'armée a tenté de sécuriser des fournitures auparavant et a été refusée à cause d'un faible stock. Les restrictions impériales rendaient impossible toute intervention dans la région de Guri à l'époque, donc ils ont dû abandonner. Mais maintenant, les choses sont différentes. Taeju, fils d'un général de brigade, ouvre une nouvelle voie. S'ils peuvent sécuriser son antidote, ils pourraient lancer une purge à grande échelle avant que la vague de monstres de Judasan n'arrive. Cela changerait tout. Jin Hyung ne perd pas de temps. Il ordonne immédiatement à ses hommes de contacter le territoire de Paju et d'établir une ligne avec le général de brigade Kim. D'une manière ou d'une autre, Taeju va être entraîné dans un jeu beaucoup plus grand. Cet homme appelle en fait le père de Taeju et le met au courant de tout, exposant tous les détails sans en omettre un seul. Sa belle-mère réagit comme toujours, restant amère et lançant un commentaire selon lequel même un lent peut avoir du talent, puis a l'audace de l'appeler Air Taeju. Elle décide immédiatement de réserver des billets pour Guri et de le rencontrer, pensant qu'il est encore un enfant naïf qui va se faire arnaquer. Mais son père met fin à cela et lui dit de le laisser tranquille, lui rappelant qu'ils l'ont déjà exclu de la famille et qu'il n'est plus leur fils. Elle continue, mais il la remet à sa place et lui dit que si elle a encore une conscience, elle devrait arrêter ça tout de suite. Donc, oui, il semble qu'il y ait encore une petite étincelle de conscience paternelle cachée quelque part en lui, même si elle est arrivée un peu tard. Mitsui se fige un instant après avoir entendu ce mot et commence à se demander s'il a découvert l'attentat. Mais elle se calme, car les assassins qu'elle a envoyés sont déjà morts, donc il n'y a plus rien à craindre. Au lieu de cela, elle change de direction et commence à pousser un autre agenda, lui disant d'appeler Taeju et de le convaincre de fournir l'antidote à l'armée. Elle ajoute que s'il accepte, cela pourrait l'aider dans son évaluation de promotion et se demande combien de temps son père va continuer à soutenir le domaine de Paju déjà en difficulté. Son père reste calme tout le temps et refuse clairement, disant qu'il ne m'en dira rien à son propre fils. Il lui dit que si elle veut l'antidote, elle devrait parler à Taeju elle-même. Cette réponse la met en colère, et elle sort en tempêtant sans dire un mot de plus, retenant clairement tout, mais prête à exploser ailleurs. Après son départ, il pousse un long soupir et se sent soulagé, car au fond, il avait déjà accepté que Taeju était mort. Maintenant qu'il sait qu'il est vivant et va bien, quelque chose en lui s'adoucit un peu. Il ne le montre pas ouvertement, mais oui, il reste encore quelques étincelles de chaleur en cet homme. Pendant ce temps, notre gars retourne à la boutique, où son manteau sur mesure est déjà prêt, et le résultat est impeccable. Au moment où il l'enfile, il a l'air vraiment bien, avec un visage qui pourrait rivaliser avec Klein Moretti. Il vérifie le manteau, et remarque qu'il ne s'agit pas seulement d'apparence, car il possède des capacités de défense et de contrôle de la température. De plus, il a plusieurs espaces de rangement cachés, parfaits pour transporter tous ses couteaux sans que personne ne s'en aperçoive. Le méchant aux cheveux rouges l'observe et suppose qu'il doit être un éveillé axé sur les armes, vu le nombre d'armes qu'il transporte. Notre homme affiche juste un faux sourire et acquiesce, car expliquer la vérité ne ferait qu'engendrer plus de problèmes. En ce qui concerne le paiement, il lui demande combien il lui doit, mais elle refuse de prendre quoi que ce soit. Cependant, il insiste sur le fait qu'elle lui a déjà donné quelque chose qui était réservé par quelqu'un d'autre, ce qui aurait pu lui causer des ennuis.
Mais elle le rassure en disant qu'elle a géré cela en parlant à Young-hoo et en lui envoyant un autre article à la place. Il dit que ce serait un bon cadeau pour les enfants de l'orphelinat, et en même temps, cela l'aidera à augmenter ses ventes. Au final, il trouve un moyen de lui rendre service, juste pas comme elle s'y attendait. Après son insistance, elle accepte enfin de le lui vendre, pensant qu'il est un éveillé différent, dans le bon sens. Alors qu'elle s'éloigne, Hyun-suk, le PDG de Uji Pharmacy, entre brusquement dans le magasin et dit qu'il cherche Tae-ju. Voir un inconnu agir comme s'il savait tout de lui rend notre gars méfiant, et il est aussi légèrement terrifié. Il demande ce qui l'amène ici et comment il a trouvé sa localisation. Cet homme dit avec arrogance qu'il n'y a rien que son association ne sache, ce qui suffit déjà à faire frémir. Puis il ouvre enfin les yeux, lui lance un regard menaçant et, sans perdre de temps, dit à Tae-ju de leur fournir l'antidote contre les moustiques aussi. Cependant, notre protagoniste le rejette immédiatement, refusant sans même essayer d'adoucir sa réponse. Yoon-sok insiste et propose un prix d'approvisionnement 3 fois supérieur à celui de la pharmacie de Baek, mais notre homme refuse toujours et dit qu'il ne veut pas devenir quelqu'un de peu fiable. Han Seok lance alors sa dernière offre et dit qu'il achètera la formule de l'antidote pour 5 millions pour won, pensant probablement que l'argent résout tout. Mais notre héros répond avec un air aigre et lui dit qu'il ne le vendra pas pour des clopinettes. Cet homme moche perd enfin patience et lui donne un dernier avertissement, disant qu'il ne pourra pas vivre paisiblement à Gur. Tae-ju reste calme et confiant, dit qu'il s'occupera de lui-même et le renvoie sans rien lui donner. Maintenant, les nerfs de l'homme moche sont à bout, et le masque tombe enfin de son visage. Après être parti, il donne à ses chiens l'ordre d'exécuter leur plan. Au crépuscule, notre Pookie revient chez le vieux Hong Pyo, portant des milliers de sacs dans les mains, prouvant honnêtement qu'il serait un gentleman pour sa fille et porterait tous ses sacs de course aussi. Quand le vieux demande à ce sujet, notre gars dit qu'il a acheté des vêtements pour les enfants, en guise de remerciement pour leur aide. Le vieux prend les sacs avec plaisir et dit qu'il n'oubliera jamais cette faveur, puis promet qu'il fera encore mieux à partir de maintenant. Notre garçon lui est aussi reconnaissant pour tout le travail qu'il a accompli, de l'achat du bâtiment à la gestion de la construction. Après cela, notre protagoniste se met au travail et dit qu'il accepte la proposition que le vieux a mentionnée auparavant. Rencontrer le PDG de Yejae Pharmacy l'a aidé à se décider. Alors maintenant, il veut établir une entreprise pharmaceutique comme Hong Pyo l'a suggéré. Il dit qu'il espère que le vieux continuera à l'aider, car il ne peut pas tout faire seul. Hong Pyo accepte humblement la demande, et ainsi, tous deux font un grand pas en avant. Maintenant, notre gars laisse les dernières touches du bâtiment au vieux, car il va être absent un moment. Jusqu'à ce que l'entreprise soit officiellement établie, notre héros prévoit de se concentrer sur le développement de nouveaux médicaments. L'art martial du poison chaotique est un art martial secret créé par l'homme le plus fort de Murum, notre vieil homme Dangunak. Il combine les 5 éléments, Shikol, et se compose de 10 étapes. Et après avoir atteint la 10e étape, il faut éveiller l'esprit du poison par l'illumination. Ceux qui l'éveillent peuvent utiliser la technique secrète appelée pluie de 1000 fleurs que Dangunak a utilisée pour faire fondre le démon céleste avec sa main empoisonnée. Donc, oui, ce n'est pas juste une technique aléatoire, c'est un savoir mortel de premier ordre. Mais dans le monde d'origine, notre homme se bat contre une bête mortelle, et le combat ne semble pas du tout amical. Notre gars entre avec toute son énergie, atterrit sur la bête et lui enfonce un couteau chargé de pouvoir, mettant fin au combat en quelques secondes. En ce moment, notre protagoniste est au 3e stade de l'art du poison, et son niveau se situe quelque part entre un guerrier de 2e classe et un guerrier de 1re classe. C'est encore embarrassant, mais au moins il ne se fait plus plier instantanément. La bonne nouvelle est que les connaissances de Gunak lui servent de guide, donc sa progression n'est pas aveugle, il doit juste absorber des poisons uniques, c'est pourquoi notre garçon s'entraîne dans la forêt et récolte du poison des bêtes démoniaques. Après avoir abattu les liens griffus empoisonnés, il vérifie son corps et trouve un énorme sac de poison, qui pour lui est essentiellement un sac plein de pièces d'or. Notre Pookie prend rapidement sa boisson énergétique, se stabilise et récupère son arme. Sa prochaine cible est le Cerf Poison Spore, une bête démoniaque de type cerf, avec 2 bosses sur le dos, ressemblant presque à un chameau de Bactriane. Bien qu'ils soient doux par nature, ces bosses sont en fait des bombes à retardement pour les humains. Lorsqu'elles éclatent, elles libèrent des spores toxiques, capables de faire fondre les filtres à gaz, comme s'ils n'étaient rien, les rendant extrêmement dangereux. Mais visuellement, ces spores tombent dans l'air dans un beau motif violet, ressemblant presque à une chute de neige. Yurohiro traverse cela sans hésitation, car pour lui, ce n'est pas un danger, c'est de la nourriture. Il ne peut pas laisser échapper un poison aussi précieux. Il rassemble le chi du poison à un point, formant une sphère compressée, en gros, sa propre version bon marché de Rasengan. Puis, il l'absorbe sans perdre une seconde. Ensuite, il utilise l'art spirituel du poison pour le convertir en énergie interne par méditation. Et même si ce n'est pas facile, il persévère. Comme il comprend déjà les composants, créer un antidote sera un jeu d'enfant. Comparé à Murum, la Terre a en fait plus de types de poisons, ce qui lui donne un avantage énorme. Il se dit clairement qu'il ne sera plus jamais faible.
Avec la grande quantité d'énergie toxique de l'élan, il franchit enfin le cap et atteint le 4e stade. Ce bond montre à quel point sa croissance commence à s'accélérer. Maintenant, il est temps de rentrer, mais quelque chose ne va pas. Il a été loin de la pharmacie de Bike plus longtemps que prévu, et ce sentiment d'inquiétude ne le quitte pas. Il retourne à la pharmacie et salue le vieux Bike comme s'il rentrait chez lui après un long voyage. En voyant toutes les boîtes vides, il comprend tout de suite que les affaires n'ont pas seulement bougé, elles ont explosé. Le vieux a l'air inquiet et dit qu'il a essayé de l'appeler sans succès, ce qui l'a clairement stressé. Notre gars dit tranquillement que son téléphone était éteint parce qu'il s'entraînait et développait des antidotes. Et oui, c'est exactement le genre de personne qui disparaît sans un mot. Puis il regarde autour de lui et demande pourquoi tout le monde a des visages si déconfits, comme s'il sortait d'un film d'horreur. C'est alors que Fiu Fiu annonce enfin la mauvaise nouvelle. En plus, le département de la licence des médicaments du comité d'autonomie les a contactés pour demander une liste complète des ingrédients pour enquête en raison d'effets secondaires présumés de l'antidote. En entendant cela, notre protagoniste soupçonne immédiatement le PDG aux yeux fermés derrière tout ça. S'il refuse de soumettre la liste des ingrédients, les choses pourraient empirer et mener à une interdiction totale des ventes. Notre homme écoute en silence et réalise que ce n'est que le début des manigances de Han-suk, ce qui est honnêtement attendu de quelqu'un comme lui. Tae-ni dit que s'ils vont faire des menaces, alors celles-ci devraient vraiment sembler réelles. Puis il dit au vieux qu'étant donné qu'ils prétendent que l'antidote a des effets secondaires, il devrait simplement arrêter de le vendre et fermer la boutique pour l'instant. Oui, il a définitivement quelque chose en tête. D'un côté, l'univers complote contre notre gars, et de l'autre, il est occupé à célébrer le tout nouvel antidote qu'il a fabriqué à partir de l'élan sport. Dès qu'il prend cette première bouchée, un bonheur pur l'envahit. Parce que cette viande est célèbre pour être la plus fine délicatesse de l'Empire. Comme le poison ne peut pas être enlevé, chaque carcasse d'élan trouvée par hasard est immédiatement saisie par l'empereur. Personne d'autre n'a même une chance. C'est pourquoi Taeju trouve sa propre décision hilarante. Parmi tous les médicaments qu'il aurait pu fabriquer, il a fini par choisir la seule chose qui double comme butin royal. Au début, son plan était simple. Il voulait juste réduire les pertes civiles dues au poison des élans pendant la vague de bêtes démoniaques. Mais au moment où il goûte le résultat, son état d'esprit commence à changer. Ce n'est plus juste un médicament. C'est le genre de choses dont les gens deviendraient immédiatement accros. En regardant les visages heureux de tout le monde, il commence à concocter une autre idée. Peut-être que c'est la chance parfaite de lancer un business de viande d'élan. Et s'il parvient à approvisionner l'empereur, qui est complètement obsédé par ça, il pourrait aussi avoir la chance d'observer le niveau de maître d'épée de l'empereur. Il est déjà en train de construire un plan d'affaires et un arc de formation en même temps. Pendant qu'il rêve, le vieux se racle la gorge et le remercie d'avoir servi quelque chose d'aussi délicieux. Il dit qu'il ne s'attendait jamais à ce que le nouveau médicament se transforme en cet antidote terrifiant pour Élan. Et encore une fois, Taeju prouve qu'il est différent. Taeju lui dit de faire confiance au processus et d'attendre. Quand l'antidote disparaîtra, on verra qui sera le plus désespéré. Au fil des jours, des héros commencent à se rassembler devant la pharmacie de Baek. Ji-sun est là aussi, et au 5e jour, il est déjà stupéfait que l'endroit soit toujours fermé. Il ne lui reste que quelques bouteilles, et une fois celles-ci épuisées, il sera dans de beaux draps. Puis il entend un type répandre une rumeur qui semble étrangement bien rodée. Apparemment, quelqu'un s'est effondré à cause des effets secondaires de l'antidote. À cause de cela, le comité autonome a exigé la formule, et sous cette pression, Onkyo n'a eu d'autre choix que de tout fermer. Cette histoire se répand rapidement dans la foule, car les mauvaises nouvelles voyagent toujours vite. Les gens à proximité commencent à la répéter immédiatement, et Ji-sung devient nerveux. Il a déjà utilisé l'antidote lui-même et n'a jamais eu d'effet secondaire. Entendre cette absurdité le dérange rapidement. Les calculs ne tiennent pas, et il le sait. Dès qu'il lève le bras pour attraper le type qui parle trop, un autre homme séduisant intervient et le bloque avec une arme. Bien sûr, le type louche a aussi une aura. Les méchants apparaissent toujours avec des cartes de visite impressionnantes et font ensuite semblant d'être choqués quand le fandom commence à adorer des criminels de guerre. Cet homme est Young-hak, le capitaine des Vigilantes, et comme il a toujours été lié à UEJ Pharmacy, il soutient le comité sans hésitation. Il déclare que la boutique restera fermée jusqu'à ce que l'analyse des ingrédients soit terminée, car c'est la décision officielle du comité. En d'autres termes, tout le monde devrait rentrer chez soi. Cela ne fait que rendre Young-hak plus furieux, et il rétorque qu'il a personnellement participé aux essais cliniques et qu'il va très bien. Puis, il pose la question que tout le monde se pose. Comment sont-ils censés continuer à chasser maintenant ? Sont-ils vraiment censés retourner dans ces costumes d'insectes et faire comme si c'était une solution ? Dès qu'il dit cela, les autres héros commencent aussi à crier. Une voix devient 10, puis 10 se transforme en une foule. Jun-hak dégage une aura écrasante et demande froidement quand des déchets comme eux ont commencé à lui parler.
Il les avertit une fois de plus de se disperser, avant de dégainer son épée. Mais Joo-sun reste sur place, même si la pression se fait clairement sentir. Le beau capitaine n'a plus de patience, alors il sort son épée sans hésitation. Et comme ça, le courage de Joo-sun disparaît, car il n'est pas fait pour ça, et il recule immédiatement en courant. Jung-hak claque la langue, déjà lassé de traiter avec des gens comme ça. Il se moque de savoir si des médicaments sont vendus ou non, mais le fait que Han Sok joue avec le comité ne lui plaît pas, et il prévoit de s'en occuper bientôt. Justement, Han Sok est déjà là, assis dans sa voiture et observant la scène. Il appelle le commis et feint d'être surpris qu'ils aient réussi à tirer le maître Jung-hak dans ce genre de travail. Le commis répond calmement que tant qu'il et le président sont du même côté, ils contrôlent la majorité, donc personne ne peut s'opposer à eux. En entendant cela, Han Suk se détend et le rassure sur la généreuse récompense qu'il a promise. Pendant ce temps, Taeju se montre enfin et se tient devant le commandant Jin Young. Il va droit au but et présente son offre, disant qu'il fournira 1 million de bouteilles au corps de défense des bêtes démons de Jirasan à 50 000 won la bouteille, soit un total de 50 millions. Dès que le commandant entend 50 millions, son expression se durcit, et le regard intense qu'il lui lance fait se demander à Taeju s'il l'a offensé en restant sur le prix standard. Un officier s'approche et lui dit discrètement que le commandant est juste excité, même s'il a l'air de vouloir se transformer en démon de la lune supérieure. Mais juste au moment où les choses avancent, Taeju l'arrête et dit qu'il y a un élément de plus dans l'accord. Il explique qu'il prévoit de créer une entreprise bientôt, donc il a développé un autre produit. Au lieu de sortir des médicaments, il révèle des morceaux de viande qui ont l'air incroyablement appétissants au premier coup d'œil, disant qu'il a préparé cela spécialement pour le commandant général. Le commandant semble légèrement déçu, s'attendant à un nouveau médicament, et mentionnant qu'il évite la viande pour des raisons de santé. Taeju suggère alors de l'offrir à l'empereur, car c'est de la viande d'élan venimeux qui lui plairait sûrement. Un officier à proximité est complètement abasourdi et s'exclame si c'est cette viande légendaire dont le jus jaillit comme une fontaine et a un goût divin. Notre garçon hoche simplement la tête, comme si ce n'était pas grave. Le commandant intervient soudainement en disant qu'il pense que Taeju est un homme rare et que l'armée a besoin de gens comme lui. Puis il lui demande s'il a déjà envisagé de s'engager. Et honnêtement, cette question est folle, car cet homme a grandi dans un foyer militaire, donc bien sûr qu'il y a pensé. Pourquoi même demander à ce stade? Le corps médical Shiro-san est stationné à la périphérie, toujours dans l'empire chaman, et leur travail est de contrôler les vagues de bêtes démoniaques, tout en gardant leur nombre sous contrôle. Depuis le début, le commandant déteste être affecté ici. Et honnêtement, qui ne ressentirait pas la même chose? S'il bloque la vague avec succès, cela ne compte que comme un équilibre. Mais s'il échoue, toute la responsabilité lui incombe. Pourtant, pour la première fois, une véritable opportunité se présente à lui. Son adjoint entre et rapporte que l'acompte a été transféré et que toutes les commandes ont été exécutées. Comme le commandant s'y attendait, le soudain accord de Taeju avec eux vient de son conflit avec l'association pharmaceutique dirigée par Han Sok. L'adjoint ajoute que le journal de demain publiera une exclusivité sur le contrat d'antidote et la chasse aux cerfs à spores venimeuses. En entendant cela, le commandant le félicite pour son bon travail et lui dit de garder un œil sur Taeju à l'avenir, tout en l'aidant dans tout ce dont il a besoin. Il prend aussi un moment pour remercier son adjoint d'être resté aux côtés d'un commandant impuissant comme lui tout ce temps. Cette phrase touche profondément, et l'adjoint s'émeut, le remerciant enfin de reconnaître ses efforts. Le commandant l'attire dans une étreinte chaleureuse et dit qu'ils doivent profiter de cette chance et gravir tous les échelons jusqu'à la famille impériale. L'adjoint, encore un peu confus, hoche la tête et s'en va discrètement, tandis que le commandant reste derrière à crier « Vive Taeju !» comme s'il venait de trouver son ticket vers le sommet. Pendant ce temps, à la périphérie de la ville de Guri, Kim Taeju a déjà construit un véritable château avec son argent durement gagné, ce qui est franchement un progrès incroyable. Kan Piao l'informe que la mise en place de l'entreprise se déroule bien, et une fois qu'il aura décidé d'un nom, tout le reste suivra rapidement. Taeju apprécie l'effort et lit ensuite le journal, réalisant que le contrat avec l'armée a été parfaitement conclu. Jun Yang met en place la scène pour lui sans même qu'on lui demande, révélant leur accord avec l'armée ainsi que le développement du nouveau médicament comme une histoire exclusive. Avec ce seul mouvement, l'élan bascule complètement en faveur de Taeju. Il demande ensuite au vieil homme si le prêt a été remboursé avec l'acompte. Le vieil homme confirme que les 25 millions won ont été déposés et qu'il a tout géré immédiatement. Il ajoute que la banque a agi si arrogant qu'il a coupé tous les liens avec eux et fermé ses comptes sans hésitation. Taeju hoche la tête et lui dit d'utiliser les fonds restants pour gérer l'orphelinat. Après avoir réfléchi, il réalise qu'il ne peut pas diriger une entreprise seule sans quelqu'un de fiable. Il propose donc au vieil homme un poste de partenaire commercial, ce qui le choque complètement. Le vieil homme dit qu'il n'a jamais dirigé qu'une petite pharmacie, donc il doute de pouvoir être d'une grande aide.
Taeju rejette immédiatement cela et explique que bien qu'il sache comment fabriquer les médicaments, il n'a aucune idée de comment les vendre, ce qui signifie qu'il ne peut pas diriger cette entreprise sans lui. Après avoir entendu cela, le vieil homme accepte enfin, mais suggère de diviser les parts 9 à 1. Taeju refuse tout de suite et fixe la répartition à 7 pour 3, disant que l'entreprise n'existerait même pas sans son implication dans les opérations. Ne sachant pas vraiment comment argumenter, le vieil homme apprécie l'offre mais refuse toujours de participer aux opérations quotidiennes. Au lieu de cela, il recommande quelqu'un de bien plus capable pour ce rôle, quelqu'un qu'il connaît de l'orphelinat. Elle s'appelle Baek Seo-yeon. C'est la plus intelligente parmi les enfants, et si Taeju est d'accord, il dit qu'il peut l'appeler immédiatement. Pendant 20 ans, le vieil homme a pris soin d'enfants qui ont ensuite gravi les échelons vers des positions puissantes, et ces connexions sont maintenant sa véritable force. Pour cela, il se sent encore plus certain que faire de Yoonpyo son partenaire commercial est le bon choix. Woo-hee accepte d'amener Sejong pour gérer les opérations, et tous deux unissent officiellement leurs forces pour commencer leur partenariat commercial. À ce moment-là, notre gars trouve le nom de l'entreprise. Il prend le Tae de Taeju et le Ham de Hyunpyo, puis les combine en Tae Hompyo. Le vieil homme est vraiment impressionné, et lui dit que le nom est incroyable. Il mentionne aussi avoir déjà appelé des éveillés et des adaptateurs de l'orphelinat. Comme ce salaud de Hyun Seok résout tout par la force, il les amène pour protéger Taeju. Mais Taeju dit qu'il va bien et lui demande de les faire protéger l'orphelinat à la place. Cette réponse laisse le vieil homme se demander pourquoi il agit avec tant de confiance. Il n'a pas de symbole sur le visage, donc il n'est clairement pas un éveillé. Au mieux, il devrait être un adaptateur. Peut-être que toute cette confiance vient de son éducation dans une famille militaire. Le vieil homme n'a aucune idée qu'il se tient à côté d'un véritable jackpot. Il le fixe tellement que Taeju le remarque et lui demande s'il ne lui fait toujours pas confiance. Le vieil homme nie rapidement et dit que s'il ne peut pas lui faire confiance, alors qui pourrait-il croire? Taeju lui demande alors d'amener ses enfants de l'orphelinat pour voir de quoi ils sont capables, tout en testant son antidote contre le venin. Il dit qu'il prévoit d'aller chasser un peu avec eux. Alors au final, ils montent tous dans la montagne, notre gars en tête comme s'il était chez lui. Les enfants sont immédiatement impressionnés en voyant le manteau en cuir de renard qu'il porte, d'une valeur de 4 millions won. Son équipement est absolument incroyable, mais il n'a toujours pas de symbole sur le visage. S'il a vraiment travaillé comme porteur, cela signifie qu'il est soit un civil, soit un adaptateur. À partir de ce moment, la zone devient dangereuse. Un beau gars nommé Baek Chang-eun s'avance et avertit le patron Kim Taeju que des bêtes magiques vont bientôt apparaître. Pour cela, il dit qu'il va prendre les devants. Son père lui a strictement ordonné de protéger Taeju après tout. Notre garçon lui lance un regard et corrige, disant qu'il devrait l'appeler Hyung-naim. Jung-kwan le répète maladroitement, l'appelle Hyung-naim, puis lui demande de rester derrière lui. Wow. Il explique que même si le manteau a une haute défense, il va restreindre ses mouvements en combat. Comme il est un éveillé, il pense pouvoir mieux gérer la situation. Shinko Hanshu le fixe avec un visage neutre et cela pousse immédiatement Shinko Hanshu à s'excuser si ses paroles l'offensent. Shinko Hanshu dit qu'il y est habitué et comprend que le gars s'inquiète juste parce qu'il est un éveillé. Cependant, il dit qu'ils peuvent en discuter plus en détail après avoir géré ce qui arrive d'abord. Puis, en glissant sa main dans son manteau et en la retirant, Chang-han remarque soudain un groupe de fouines de tempête se précipitant vers eux. Il est temps de voir s'il est vraiment aussi fort qu'il le prétend. Tous les enfants se préparent à combattre les bêtes, mais la panique s'installe lorsque les créatures ne fléchissent même pas sous l'attaque, presque comme si elles étaient impressionnées par le chaos des clones d'ombre de Naruto Uzumaki. Pendant ce temps, ils ne réalisent pas qu'ils ont un code de triche vivant juste à côté d'eux. Taeju sort calmement des clous de son manteau et les envoie voler, tombant sur les bêtes comme une cascade noire. La mâchoire de Chang-hun tombe sur place. Ces monstres se déplacent toujours en meute et quelqu'un de son rang d'utilisateur ne pouvait même pas les égratigner avant, et maintenant, ils sont tous anéantis par un seul homme. Même après avoir réalisé cet exploit, Taeju n'a pas l'air du tout heureux. Il n'a même pas eu la chance de dégainer son poignard, celui qu'il utilise habituellement et qu'il récupère ensuite. Il évite de donner tout ce qu'il a, car blesser ses enfants aurait compliqué les choses avec Onkyo. Au lieu de cela, il a dû compter sur ses pics de fleurs de poirier torrentielles et ses billes de fer, et maintenant elles sont perdues pour de bon. Des moments comme celui-ci lui donnent encore plus envie d'atteindre le 7e niveau de l'art spirituel du poison. Cheng Yaohen le sort de ses pensées et lui pose une question qui le tracasse. Il a entendu dire que les maîtres peuvent cacher leurs symboles, alors il se demande si Taeju pourrait secrètement être un maître. Taeju rejette cela immédiatement, disant qu'il n'est définitivement pas un éveillé, et quoi qu'il soit, il va prendre les devants à partir de maintenant. Cheng Yaohen reste confus, mais Taeju avance déjà comme si la conversation ne s'était jamais produite. En s'enfonçant plus profondément, il tombe sur un cerf à spores venimeuses qui se détend, mangeant tranquillement comme s'il était chez lui. Il ne réagit même pas, sachant que les humains normaux ne peuvent pas l'approcher à cause des spores toxiques. Malheureusement pour lui, notre gars est son pire cauchemar. Taeju dit à tout le monde de boire l'antidote, car ils vont abattre cette chose. Le groupe hésite, car l'antidote est encore en phase d'essai, donc lui faire confiance semble risqué.
Mais Chang-han décide de lui faire confiance. Il le boit et avance le premier, prêt à engager. Il dit aux autres de le couvrir avec des pistolets à mana si le cerf essaie de fuir. Dès qu'il s'approche, le cerf pousse un cri perçant qui fige normalement quiconque. Chang-hun passe outre et, d'un mouvement fluide, il file devant le cerf et lui tranche la tête. La fille crie soudainement qu'il va exploser, et au bon moment, le cerf éclate, libérant un nu de spores toxiques dans l'air. La scène devient presque éthérée alors que cette brume toxique se répand partout. Taeju regarde la scène et semble soulagé, car Chang-han et l'antidote ont dépassé ses attentes. Le reste du groupe réalise lentement qu'ils vont très bien, même sous cette pluie toxique, et l'ambiance passe de la panique à l'excitation en quelques secondes. Taeju attire leur attention et demande s'ils commencent enfin à le croire. Il explique que ce cerf n'est que du bruit, et une fois son poison neutralisé, c'est une cible facile. Le gablon s'excuse rapidement de l'avoir douté, tandis que la fille dit tranquillement qu'elle lui a fait confiance dès le départ. Une fois cela réglé, Taeju continue la chasse et commence à leur apprendre à dépecer correctement le cerf. Il précise qu'une fois cet antidote sur le marché, l'espèce est pratiquement finie. La scène se déplace alors vers la société de Marina, où la fille de Baek, Se-yoon, travaille comme responsable dans le département de planification stratégique. Son directeur, un vieil homme avec un sourire maladroit, comme s'il venait de recevoir une nouvelle dentition, s'approche d'elle et commence à poser des questions. Il évoque l'orphelinat de Baek et mentionne Han Pyo comme directeur, ce qui la met immédiatement sur ses gardes. Elle confirme prudemment que Baek est son père, se demandant pourquoi il s'intéresse à son passé. Ce même sourire creepy reste sur son visage alors qu'il lui dit de laisser tous les projets qu'elle gère actuellement. Au lieu de cela, il veut qu'elle se rende à Jiri City pour s'occuper d'une petite tâche. La façon dont il le dit rend évident qu'il n'y a rien de petit là-dedans, et quoi qu'il planifie, ce n'est certainement pas propre. Yui, elle le regarde, confuse, et demande pourquoi il aborde cela soudainement. Il sort tranquillement un journal et lui montre le titre concernant Tai Hongbiao qui obtient un contrat militaire et développe un nouvel antidote. C'est alors que ses véritables intentions se révèlent. Il lui dit clairement qu'elle doit se rendre à Guri et sécuriser la formule de fabrication de cet antidote. Il lui rappelle qu'il sert le patron de l'entreprise et si elle le suit, les choses pourraient aussi changer en sa faveur. À ce moment-là, son téléphone sonne, c'est son père. Elle demande la permission au gars presque chauve avant de répondre. Il parle doucement un moment et elle termine l'appel avec un petit sourire. Le gars chauve demande immédiatement si elle a pris sa décision. Elle dit oui sans hésitation, puis lui lance sa carte d'identité comme si elle attendait ce moment. Elle annonce qu'elle quitte cette entreprise pourrie sur le champ. Elle est déjà agacée par son mépris pour les gens malgré sa petite taille, mais lui demander de trahir son propre père, c'est la goutte d'eau. Alors qu'elle s'éloigne sans se retourner, le petit homme est furieux, faisant une scène et l'appelant folle tout en piétinant sur place. Pendant ce temps, les autres enfants sont dans le nouveau bâtiment de Taeju, en train de tout organiser. Après une longue journée de travail, il les remercie pour leurs efforts et leur dit de rentrer, car il s'occupera du reste. Shang parle encore de sécurité, mais Taeju l'interrompt et lui demande s'il pense vraiment en avoir encore besoin. Au lieu de cela, il lui dit d'aller protéger les enfants de l'orphelinat et le patron. Chang-hun comprend le message et dit à tout le monde de se préparer à partir. Au fond de lui, Taeju croit que l'orphelinat devrait être en sécurité, car quiconque s'en prendrait à lui devrait faire face à la colère du public. Mais en même temps, il sait qu'il y a des gens fous qui iraient jusque-là. C'est exactement pourquoi il a besoin d'enfants comme ceux de l'orphelinat. Maintenant que la société prend forme et qu'il prépare les ingrédients de l'antidote, les choses avancent. Il voulait juste mener une vie simple et gagner de l'argent, mais tout devient bien plus grand que prévu. Il n'y a rien de mal à bien gagner sa vie, surtout que ça lui a permis d'avoir cet appartement. Après une longue journée de travail, il rentre chez lui et s'effondre sur son lit confortable. Sauf que cette fois, il n'y a pas de fille à ses côtés. Il reste là un moment, pensant à la façon dont il était censé être mort en tant que rejeteur de mana. Au lieu de ça, il est ici, vivant et plus fort que jamais. Tout ça parce que sa belle-mère l'a poussé à sa mort, pour qu'il revienne avec ce pouvoir fou. Mais un tel pouvoir n'arrive jamais seul. Il entraîne toujours des ennuis. Dehors de son immeuble, un groupe de vilains de Jiri attend déjà. Ils sont là sur les ordres de Han Seok, et ce type refuse de laisser les choses tranquilles. L'un d'eux, un gars avec des piercings, est déjà agacé, disant que s'il n'y avait pas eu Han Seok, il aurait simplement kidnappé Taeju et pris la formule lui-même. Mais le groupe réussit à entrer dans l'immeuble et monte discrètement. Ils vont lui injecter un médicament, l'assommer et l'emporter comme si c'était un travail ordinaire, simple, propre et complètement stupide, parce qu'ils ont choisi la mauvaise cible. Au moment où le costaud s'avance pour l'injecter, Taeju se lève calmement et lui saisit le bras en plein mouvement. Le chef lui ordonne de bouger, mais le gars ne peut même pas bouger. C'est comme si son bras ne lui appartenait plus. Puis, en un clin d'œil, Taeju disparaît de sa vue, saisit la seringue et réapparaît juste derrière lui. Maintenant, au milieu de tout le groupe, Do Air commence à s'agiter. Le voyant tenir le médicament,
comme si de rien n'était. Mais ce qui se passe ensuite le déstabilise complètement. Taeju déteste les injections, donc au lieu de l'utiliser normalement, il dévisse le capuchon et le boit directement. Je le savais, il mange littéralement le médicament. Et comme ça, l'effet se fait sentir instantanément, comme si ça ne faisait que le rendre plus fort, au lieu de le ralentir. Des rumeurs commencent à circuler qu'un gang dans les bidonvilles de Jiri distribue des drogues que même le comité autonome ne peut pas arrêter, ce qui signifie que quelqu'un de plus haut les soutient clairement. Maintenant, cette même drogue est juste devant Taeju, et pour un maître poisonnier de 4 étoiles comme lui, la gérer n'est rien. De plus, il commence à extraire le poison directement des corps des membres du gang, et un par un, il s'effondre dès qu'il est extrait. Maintenant, il ne reste que le chef. Taeju le regarde droit dans les yeux et lui demande qui est derrière tout ça. Le gars est clairement terrifié, mais même dans ce cas, il refuse de dire le nom du maître d'œuvre. Alors Taeju ne perd pas de temps. Il extrait aussi le poison de son corps, le laissant complètement immobile, comme une marionnette dont les fils sont coupés. Le lendemain matin, Jungak est vu dans sa voiture avec son assistant. Ils ont déjà reçu des informations de Taeju qu'un gang de drogue a pénétré dans son immeuble et a essayé de l'enlever. L'assistant rapporte qu'ils ont identifié le maître d'œuvre comme le gars aux yeux fermés, et ont même sécurisé des preuves. Maintenant, le groupe de vigilants a la parfaite occasion de l'arrêter et de prouver leur crédibilité. Yoo-hoo a juste l'air déçu. À ses yeux, si le gars aux yeux fermés allait agir ainsi, il aurait au moins dû réussir. Il ne voit pas encore Taeju comme une vraie menace, puisqu'il est encore un nouveau venu. Mais Hanpyo est une autre histoire, quelqu'un de trop respecté pour être ignoré. Le mouvement le plus rapide serait d'arrêter le gars aux yeux fermés et de le forcer à un règlement. Mais connaissant ce rusé, il ne va pas céder facilement. Ils arrivent enfin chez Taeju, où les gars capturés sont attachés. Au lieu de rester calmes, ces idiots perdent déjà le contrôle, agissant comme des fous parce qu'ils n'ont pas leur dose. Des drogués qui perdent le contrôle. Hong Piayo s'avance pour saluer l'homme séduisant, mais il passe à côté de lui comme s'il était invisible. Sans même s'arrêter, il sort son épée et se prépare à décapiter le chef de gang, déclarant calmement qu'il va exécuter la sentence au nom de Sa Majesté. Personne ne sait qui lui a donné cet ordre, mais il est clair qu'il n'est pas là pour discuter. Juste avant que la lame ne tombe, Taeju intervient et lance une arme cachée qui bloque le coup en plein mouvement. Le choc fige tout sur place. Taeju sort alors une vidéo comme preuve, montrant clairement que le gars à l'œil fermé est le véritable maître d'œuvre. Il se demande pourquoi il essaye de tuer le chef alors que la vérité est déjà révélée. À ce moment-là, il réalise quelque chose d'important. Jong Hak sait déjà tout. L'expression de Jong Hak se durcit, et il le fixe, demandant qui il est. Taeju se présente calmement, mentionnant qu'il est le même porteur qu'ils ont rencontré auparavant, et aussi celui qui a développé l'antidote. Alors que la tension monte, des étincelles électriques violettes commencent à émaner du corps de Jung Hak, comme s'il allait se transformer à tout moment. Il fait comprendre qu'à Guri, sa parole est loi. Il fait à Taeju une dernière offre, couper la tête de ces 4-là et s'en aller comme si de rien n'était. Mais Taeju n'hésite même pas et refuse immédiatement. À la seconde suivante, Jung Hak se précipite avec son épée. Taeju réagit instantanément, lançant ses couteaux cachés pour contrer. C'est alors que Jung Hak fait le lien et réalise que Taeju est celui qui a capturé tous ces drogués. Il admet même que c'est impressionnant. Taeju a réussi à lui faire une égratignure, mais s'en prendre à un maître 2 fois est un crime passible de mort. Taeju ne recule pas, il tire une nouvelle salve de couteaux, mais Jungkook les coupe sans problème. La tension monte alors que les deux se préparent à un nouvel affrontement, le combat sur le point d'exploser. Juste à ce moment-là, un hélicoptère rugit au-dessus. Jin Young et son équipe descendent d'en haut, mettant fin au combat avant qu'il ne puisse aller plus loin. Jongjuk se fâche dès qu'il voit cet homme barbu, et prend immédiatement cela comme une ingérence militaire dans les affaires de Jiri. L'homme barbu reste calme et dit qu'il n'est pas là en tant que soldat, mais juste en tant que Jin Young, puis se tourne vers notre homme et demande s'il est blessé. Notre gars nie simplement sans faire de scène et garde son calme devant tous ces grands noms. Puis ces types au look de pommes de terre interviennent et demandent qui est le maître d'œuvre derrière tout ça, essayant clairement de faire avancer la situation. Ces 3-là sont tous des officiers de rang maître de l'armée, et ils font savoir qu'ils ne permettront rien d'arriver à celui qui leur fournit des antidotes. Ils disent même qu'ils vont assigner des officiers hors service comme équipe de sécurité personnelle, ce qui élève la sécurité de notre garçon au statut VIP du jour au lendemain. Jungkook, se tenant à distance, observe tout et commence à faire des connexions dans sa tête. Il se demande s'il se connaissait déjà par les connexions du père de Taeju, car ce genre de soutien ne vient pas de nulle part. 4 maîtres au même endroit, et en plus l'autorité militaire, ce n'est pas quelque chose qu'on conteste facilement. Il réalise que ce ne sont pas des gens avec qui on peut raisonner. Donc, peu importe à quel point cela l'agace, il n'a d'autre choix que de reculer pour l'instant. Pourtant, il n'est pas du genre à avaler l'humiliation en silence et à l'oublier. Il se dit qu'il reviendra et qu'il rendra ce moment. Juste au moment où il s'apprête à partir, l'homme barbu lance une provocation et demande s'il s'en va déjà.
Young Yek répond froidement qu'il est occupé, contrairement à eux qui ont le temps de s'immiscer partout. L'homme barbu ne laisse pas passer ça, et rétorque que s'il était vraiment si occupé, il aurait dû s'occuper des déchets qui causent des problèmes à Giri depuis longtemps. Il ajoute même que si cela est trop pour son groupe de vigilantes, il peut envoyer des troupes de renfort pour nettoyer. Il rejette immédiatement l'offre et ordonne à ses hommes d'emmener les captifs et de s'en occuper à la base. Mais l'homme barbu intervient et dit que ces drogués viennent avec lui, car ils ont osé kidnapper son ami proche. La colère de Young Hyok atteint son paroxysme, et ses veines semblent prêtes à éclater en déclarant que c'est une violation flagrante du décret impérial. L'homme barbu en a assez, et laisse échapper son pouvoir rouge, demandant s'il a l'air d'une blague, juste parce qu'ils sont tous deux maîtres. Puis, il pousse plus loin, et demande quel genre de punition Sa Majesté donnerait s'il décapitait le bel homme ici même. Cette confiance frappe fort, et un instant, même Jungkook semble ébranlé alors que la sueur commence à perler malgré son calme. Il essaie de se défendre et de montrer sa présence, mais les autres copains interviennent et l'entourent, ne lui laissant même pas lever le petit doigt. La tension devient suffocante, et il lit rapidement la situation avant qu'elle ne dégénère. Il donne donc l'ordre à ses hommes de monter dans la voiture, et ainsi, il se retire et quitte les lieux. Après son départ, notre gars et Hong Pyo remercient Jin Young d'être arrivé au bon moment. Il s'avère que Hong Pyo a passé l'appel quand les choses sont devenues critiques, et grâce à cela, tout s'est calmé sans perdre le contrôle ni laisser échapper ses drogués. En entendant cela, l'homme barbu assure notre protagoniste qu'il s'occupera personnellement de ces gens et qu'il traquera aussi ceux qui sont derrière l'opération de drogue. Il précise qu'ils ne peuvent pas risquer de perturber la production de l'antidote, car la sécurité du noyau en dépend. Ils doivent terminer cela rapidement pour que notre homme n'ait pas à faire face à Young Yek à nouveau. Pendant ce temps, notre garçon est perdu dans ses pensées, repassant ce qui vient de se passer. Il se souvient clairement que Jungkook a été touché par une dague empoisonnée à 4 étoiles, mais il n'a montré aucun signe de souffrance jusqu'à la toute fin. Cette pensée le hante, et il commence à se demander ce qui se serait passé si l'homme barbu n'était pas intervenu. Aurait-il réellement gagné ce combat? Cette question le pousse à une conclusion claire. Il doit devenir plus fort, car la prochaine fois, il ne peut pas se permettre de compter sur quelqu'un d'autre pour intervenir. Alors qu'un hélicoptère militaire descend pour emporter les drogués capturés, la scène semble enfin se conclure. Mais juste à ce moment-là, l'histoire prend un tournant. Young Yek revient dans sa voiture. Au début, tout semble normal, mais ensuite, quelque chose semble étrange. La cicatrice sur sa main commence à le déranger, et lentement, ses veines commencent à enfler à partir de cet endroit précis. Le poison commence enfin à montrer son effet. Ses veines se répandent sur son bras, puis son corps, rampant jusqu'à son visage. Et avec cela, vient une douleur insupportable. Une douleur qui fait même à quelqu'un comme lui du mal à rester calme. Yang Avia, le poison, ne plaisantait pas tout ce temps. À l'intérieur de l'hélicoptère, le chef de ses drogués commence à supplier et dit qu'il va tout avouer, pensant que c'est sa dernière chance de se sauver. L'homme barbu l'interrompt calmement et dit qu'il sait déjà tout, puis ordonne tranquillement à l'un de ses camarades de s'en occuper. Alors notre homme commence à les jeter hors de l'hélicoptère, un par un, pendant qu'ils supplient pour leur vie, et oui, ce problème est réglé très rapidement. Avant de conclure, l'homme barbu lui dit aussi de s'occuper correctement de Yoon Seok, puis ordonne aux 2 autres hommes de déployer des troupes à Taehongbyo. Il prévoit clairement d'utiliser toute cette situation comme une opportunité pour établir une solide connexion avec notre gars. Pendant ce temps, Seon est en route quand Chung Hyung l'appelle et lâche une bombe, disant que Taeju est allé trop loin pour l'orphelinat. Il lui dit que notre garçon a donné des milliards et a même créé l'antidote pour le Seraspor, ce qui la laisse complètement stupéfaite. Elle a du mal à le croire, et quand elle arrive à l'orphelinat, son père l'accueille chaleureusement, comme si rien d'insensé ne venait de se passer. Elle remarque qu'il cuisine quelque chose pour tout le monde, et quand elle demande, il dit tranquillement que c'est de l'eau de poison de Seraspor et qu'ils font un festin. Cette phrase la frappe à nouveau, et maintenant elle est complètement choquée, car ce que Chungwan a dit est en réalité vrai. Il l'emmène ensuite voir Taeju, qui l'attend déjà, et au moment où elle le voit, la scène bascule. Notre gars est occupé à servir des currys appétissants aux enfants, avec une expression chaleureuse, et il a l'air d'être un père parfait un jour, que ce soit avec Soyeo ou quelqu'un d'autre. Le vieil homme la présente correctement, et notre protagoniste la reconnaît immédiatement comme celle qu'il a rencontrée auparavant. Elle sourit largement et admet qu'elle a été impolie avec lui à l'époque. Et maintenant, elle dit qu'elle a hâte de travailler avec lui et fera de son mieux pour faire grandir Taeyongbe Gayo. Notre héros, comme prévu, reste complètement inconscient de tout ce qui est même légèrement romantique. Juste à ce moment-là, le major Min-soo arrive avec ses hommes et salue Taeju, lui annonçant qu'ils ont été affectés comme sécurité pour Taeyongbeo. Notre homme le remercie d'être venu, mais reste un peu avare, disant que l'espace pourrait poser problème. Le major le rassure calmement qu'ils ont apporté leur propre matériel de camping, donc ils s'en sortiront sans causer de tracas. En se tenant la main, notre garçon les invite à déguster de la soupe de cerf, et le timing ne pourrait pas être meilleur. Le major donne immédiatement l'ordre, et ses hommes commencent à déballer et à se préparer à manger, comme si c'était une partie du briefing de mission.
En voyant tout le monde s'activer, travaillant ensemble et remplissant l'endroit de vie, Taeju réalise qu'il n'est plus seul. Au comité autonome, Hyun Seok est enfin capturé et inculpé pour tous ses crimes. Et la chute est aussi laide que prévu. Il admet tout avec un visage rigide et constipé et sort sans aucune dignité. Pourtant, il est furieux à l'intérieur car il n'a pas pu contacter le groupe de toxicomanes qui était censé couvrir ses traces. Et en plus de ça, Taeju est toujours en vie. N'ayant plus de mouvement immédiat, il décide de se mettre hors réseau pendant un moment et d'attendre que les choses se calment avant de revenir, ou du moins, c'est ce qu'il pense. En conduisant seul sur une route sombre et silencieuse, il remarque quelque chose d'étrange. Il voit quelqu'un le suivre à moto, et la présence ne semble pas du tout aléatoire. Le motard s'approche, brise la fenêtre sans avertir, et le blesse avant qu'il puisse réagir. Dans ce moment chaotique, Han Shok perd le contrôle de la voiture, qui dérape droit vers le bord d'un lac. L'impact déséquilibre tout, et il est projeté hors de la voiture dans l'eau pendant que le véhicule suit son propre chemin. Le motard observe toute la scène calmement, s'assurant que tout se déroule comme prévu. Après avoir confirmé cela, il rapporte à son maître d'œuvre que la mission est accomplie. Comme ça, une pièce de malveillance de plus est retirée du plateau pour de bon. Young-hyuk est amené à l'hôpital, et notre beau gosse se tord de douleur, comme si tout son corps se rebellait contre lui. Ses camarades arrivent avec un élixir de première qualité, une sphère dorée raffinée et flambée par Mirenae Pharmaceutical, et il force le liquide dans sa bouche, sans perdre une seconde. La réaction commence à l'intérieur de son corps, répandant une chaleur qui lui fait sentir un peu mieux pendant un moment. Mais ensuite, quelque chose de bien pire frappe sa poitrine, et la douleur monte si soudainement que ses yeux deviennent rouges, tandis que du sang s'écoule de sa bouche, le laissant complètement immobile. Dans cet état, il ne peut que maudire Taeju avec tout ce qui lui reste. Eh bien, Taeju, notre garçon a vraiment fait quelque chose de fou cette fois, car affecter une personne de rang maître comme ça n'est pas normal du tout. Pendant ce temps, avec l'arrivée de Sehyo Young, la société prend lentement forme et avance. Mais il y a encore un gros problème, et c'est le manque de variété dans leur drogue. C'est exactement pourquoi notre homme se dirige vers la forêt de Jirasan, prévoyant de créer un nouvel antidote à partir de la vésicule biliaire d'un ours lunaire géant. En même temps, il veut rassembler plus de poisons uniques pour continuer son entraînement. Cela fait même pas longtemps qu'il a atteint le stade 4, mais la quantité de poison spore qu'il a absorbé plus tôt était si massive qu'il est déjà proche de franchir le stade 5. Notre gars est en gros en train de progresser à toute vitesse à ce stade. En s'enfonçant plus profondément dans la forêt, il remarque un arbre à écorce de sève toxique, qui sécrète du venin de son écorce pour repousser les insectes qui essaient de le manger. Le poison trouve vraiment un moyen d'être utile partout. Et oui, notre Pookie prend en fait une bouchée, parce que pourquoi pas. Se transformant lentement en une usine de poison ambulante. Puis il aperçoit un crapaud à ventre bleu, dont le poison est stocké dans la partie bleue de son ventre et a des propriétés anesthésiques. Sans hésiter, il le prend et le met dans son sac, car le gars est en train de collectionner des créatures à ce stade. Il continue d'avancer, rassemblant plus de bêtes venimeuses comme s'il s'agissait de Pokémon. Il laisse même un mille-pattes ramper sur sa main et l'étudie calmement, trouvant une étrange satisfaction à cela, dégageant une énergie totalement Orochimaru. Les gars, cet homme prend vraiment plaisir au poison à ce stade. Alors qu'il s'amuse avec sa collection de venin, l'ours lunaire géant qu'il est venu chercher apparaît enfin. Il arrive plus tôt que prévu, presque comme s'il venait le défier directement. Notre héros le teste immédiatement en lançant ses couteaux. L'ours réagit instantanément, bloque l'attaque et pousse un rugissement si lourd qu'on dirait que le sol lui-même tremble. Taeju utilise Gale Step et apparaît derrière l'ours en un instant, puis lance ses couteaux sans lui laisser le temps de réagir. Les lames s'enfoncent dans son dos, mais il réagit à peine, et l'ours se redresse comme si de rien n'était, laissant les couteaux tomber au sol. Notre héros insiste et utilise des mouvements plus puissants, lançant le Poison Palm de saut de sang et les pas de Mirage Fantôme pour briser sa défense. Chaque tentative échoue, prouvant que cette bête est trop forte pour quelqu'un au 4e stade. Il a donc besoin de plus de pouvoir. Sans perdre de temps, il sort le crapaud qu'il a capturé plus tôt et l'écrase dans sa bouche alors qu'il est encore vivant. Le poison se répand instantanément et il sent son énergie monter en lui, repoussant ses limites. Il atteint le 5e stade de l'art du poison. Les choses changent maintenant. Avec son nouveau pouvoir, il invoque des papillons de sang, une technique accessible uniquement au 5e stade. Ces papillons sont totalement sous son contrôle, et il peut changer leur trajectoire en plein vol. Il les envoie droit vers les yeux de l'ours, et cette fois, l'attaque touche parfaitement. Les papillons percent son point faible, et la bête s'effondre enfin alors que les dégâts s'accumulent et qu'elle saigne. Notre protagoniste atteint ainsi 2 objectifs, gagner du pouvoir et le matériel qu'il est venu chercher. Il s'approche de l'ours tombé et extrait soigneusement sa vésicule biliaire, débordante de chi empoisonné. Pour éviter de l'endommager, il l'enveloppe avec son propre chi et la sécurise correctement. Maintenant, il retourne avec son prix, prêt à en faire un puissant élixir. Voyons ce que ce scientifique fou va concocter ensuite.